Bienvenue au podcast Le Sac du Car. Mon nom est Didier Orméjus. Cette semaine, comme à l'habitude, je vais être accompagné par Marc-André Chaloux. En compagnie de Marc-André, eh bien, on va parler de la saison des Alouettes qui s'est terminée, comme vous le savez bien sûr, dimanche soir à la Coupe Grey. Une défaite contre les Rough Riders à Saskatchewan. Les Alouettes qui ont tenu leur bilan de saison. Alors, on va discuter de tout ça. Des joueurs autonomes potentiels également du côté de l'équipe montréalaise. Et ensuite de ça, on va mettre la table pour la 12e semaine d'activité du côté de la NFL. Le portrait des éliminatoires là, commence à se clarifier un peu, la mine de rien, du côté des deux associations. Et comme à l'habitude, bien, Marc-André va y aller de ses conseils Fantasy Football afin de vous aider à gagner votre ligue. Alors, cet épisode du podcast Le Sac du Cœur commence à l'instant. Guillaume, par la musique. Marc-André, on va commencer nos réactions excessives de la NFL avant de parler des Alouettes. Nos réactions excessives à la suite de la 11e semaine d'activité. Je vais y aller en premier. Ma réaction excessive, en tout cas, je ne sais pas pour toi, j'ai trouvé ça difficile de trouver des réactions excessives, là, étant donné que il y a plusieurs équipes, on sait qu'elles vont absolument nulle part. Toutefois, il y a une équipe qui a une fiche de 7 victoires et 4 défaites. Je parle des Chargers de Los Angeles. Si les éliminatoires commençaient aujourd'hui, ben les Chargers y participeraient. Mais c'est quoi, au mois de janvier, ils ne seront pas là. Parce que là, il y a trop blessé au niveau de la ligne à l'attaque. Justin Herbert a passé pour moins de 100 verges la semaine dernière, puis personne parle de ça. Ça va vraiment pas bien du côté des Chargers. Ça me fait mal de le dire pour Benjamin Saint-Just, mais je crois vraiment que du côté des Chargers, en raison des nombreux blessés au sein de la ligne à l'attaque, le fait qu'on a presque plus de porteurs de ballon non plus, ben, on va rater les éliminatoires, oui, du côté des hommes de Jim Harbaugh, malgré le fait qu'Harbaugh est un des meilleurs entraîneurs-chefs de toute la NFL. Mais je pense qu'il y a tout simplement trop de blessés du côté des Chargers. Alors, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est ma réaction excessive à la suite des matchs en 11e semaine. Il va falloir que je me prépare un plan B là, à chaque fois qu'on fait des réactions excessives. On s'est dit, on s'en parlera pas, on va laisser, tu sais, écoute, j'ai la même chose que toi, écoute, je pensais que t'allais faire plus long pour que je puisse me trouver un plan B, mais je m'étais dit... Bon, on a quand même une bonne moyenne au bâton, je pense que c'est juste la deuxième fois de la saison que ça nous arrive, qu'on a la même réaction excessive quand même. Deux fois non, encore, mais 12 semaines, 11 semaines. Moi aussi, j'ai trouvé que les Chargers, écoute, pour ajouter à ce que tu disais, derrière, on a récolté seulement 8 premiers jeux durant toute la rencontre, 135 verges. Comme tu l'as dit, la ligne à l'attaque. C'était le premier match la semaine passée de Trevor Penning qu'on a été chercher des Saints. Ça a mal été. Mekhi Becton a été cloué au banc. Je sais pas si tu as vu le petit clip là, de la petite vidéo de Pat McAfee qui ridiculise la ligne à l'attaque là, des fameux classements PFF des joueurs de ligne que l'on voit à chaque début de match. On voit toujours l'espèce de classement ou le grade, là, comment ils sont classés au niveau PFF. Puis, écoute, la ligne à l'attaque des Chiefs, les gars, sont 36 sur 36, 37 sur 38, 38 sur 39. Là, bon, c'est des joueurs réservistes, hein? Ouais. Puis j'avais aussi d'autres stats. Justin Herbert, victime de 2 sacs seulement la semaine dernière, mais pressé sur 52% de ses reculs de passe. C'est tout simplement énorme. J'avais pris en note les 6 derniers matchs des Chargers. On affronte les Raiders, les Eagles, les Chiefs. On a un petit break peut-être contre Dallas, mais même encore, Dallas joue mieux en défense. Denver et Houston, on s'entend-tu qu'on prend ici là, pas mal 5 fronts défensifs, parmi les meilleurs fronts défensifs là, de la NFL. Donc, ce ne sera pas facile pour les Chargers. Moi aussi, je pense qu'ils vont rater les éliminatoires. Est-ce que c'est excessif? Peut-être, parce qu'on a des joueurs de talent. Mais je pense qu'on est quand même pas trop loin de la réalité. Ouais, écoute, on partage le même avis. Alors, on va voir ce que les Chargers, seront en mesure de participer aux éliminatoires, mais avec tout ce que tu viens de dire, j'en doute vraiment. Écoute, avant là de regarder de l'avant, de mettre la table pour la 12e semaine d'activité, on va parler des Alouettes. La saison des Alouettes s'est terminée à Winnipeg contre les Rough Riders à Saskatchewan. C'était un bon match de la Coupe Grey. Tout le monde n'a pas eu la chance d'en parler. On s'est texté, mais étant donné que j'étais à Winnipeg, et puis ben toi et Benoît, vous êtes chargés là de faire la réaction, l'épisode réactionnel à la suite des matchs de la NFL. Mais qu'est-ce que tu as pensé du match, la performance des Alouettes? Pour moi, ça semblait assez évident que avec un Davis Alexander, moi, je vais toujours croire que les Alouettes auraient gagné le match de la 112e Coupe Grey.
La beauté de l'affaire, c'est qu'on le saura jamais, ça, Didier. Qu'est-ce que j'ai pensé de la performance Ouais. d'Alouette? Ben, je pense que tout a été dit là, au cours des derniers jours. On peut parler des revirements. L'année dernière, en finale de l'Est, c'était quoi? C'était 5 revirements, encore 4 en finale de Ouais. la Coupe Grey. J'ai pas trouvé que la défense avait joué son meilleur match non plus. Trevor Harris faisait ce qu'il voulait. On dirait que parfois, là, il y avait un pina colada sur sa chaise longue dans sa pochette, il pouvait faire ce qu'il veut. Je pense que c'est ça. Hey, Mustafa Marc-André, Johnson t'as était tellement raison. Excuse-moi de t'interrompre, mais Trevor Harris, après le match, tu sais, j'étais dans la salle de presse, j'étais en train de pas ramasser sûr. mes choses, puis là, bon, il parlait aux journalistes des Rough Riders, puis écoute, il a dit, j'aurais pu jouer le match sans épaulettes. Tu sais, lui-même, il disait, je suis même pas certain que j'ai été frappé une fois. Imagine-toi, c'est toute une quote, ça, comme on dit, là. J'aurais pu jouer le match sans épaulettes. La ligne à attaque des Riders qui a complètement dominé la ligne défensive des Alouettes, là. Elle est toute étoile, puis on a vu pourquoi. La ligne à l'attaque des Alouettes a bien fait aussi, par contre, pour leur donner du crédit. Oui, oui. Mais la ligne à l'attaque des Riders, toute étoile. Comme je le dis, là, je veux dire, je pense qu'il y a eu beaucoup d'analyses là, dans les derniers jours. Puis ça va en ce sens-là, moi aussi. C'est drôle, j'en ai parlé à Ben un peu. Je ne sais pas à quel point Davis Alexander, Didier, était blessé. J'en ai parlé un peu avec Ben dans l'épisode de lundi, mais tu sais, ce fameux folklore là, du football canadien où on a un corps arrière spécialiste des faux filades du corps à chaque fois. Je ne sais pas à quel point Davis Mhm. Alexander, sa jambe était mal en point, je peux comprendre. Mais tu sais, j'ai rien enlevé à Shea Patterson. Je sais qu'il a été excellent en saison régulière. Il a jamais échappé le ballon. Mais tu sais, lorsqu'il reste en situation critique, fin de quatrième quart, match de la Coupe Grey, je ne sais pas si on peut pas, pour une fois, laisser ton quart numéro un sur le terrain. En tout cas, bref, on ne le saura jamais. Non, Puis, non, mais oui, passer, probablement qu'il est Davis blessé, Alexander là. a jamais. Ouais, mais pas juste sa blessure, mais il a jamais fait les faux flats du quart depuis qu'il s'est joint aux Alouettes. C'est quoi? C'est quand même sa quatrième année, sa quatrième saison avec les Alouettes. De ce que je me souviens, j'ai jamais vu effectuer une faux flat du quart. Tout le monde a son rôle à jouer. Tu sais, puis c'était ça le rôle de Shea Patterson. C'est vraiment malheureux, là, le fait qu'il a échappé le ballon. Tu sais, j'ai interviewé après la rencontre, il y avait les larmes aux yeux. Tu sais, je me sentais mal pour lui, mais c'était ça son rôle. Tout le monde a un rôle, puis ça, c'est typique à la Ligue canadienne de football parce que il y a tellement de faux filades du corps, Marc-André, tu veux pas courir le risque de perdre ton carrière partant lors d'une faux filade du corps, parce qu'il y en a beaucoup plus que dans la Ouais. NFL, étant donné qu'on conserve d'une verge à la ligne d'engagement. Alors, c'est la raison pour laquelle, il y a bien des gens qui me posent souvent cette question-là sur les réseaux sociaux. Pourquoi on a un carrière réserviste qui fait les faux filades du corps dans la Ligue canadienne? Ben, c'est qu'il y en a plusieurs par match comparativement au football de la NFL. Là, ça a changé dans les dernières années, étant donné que les équipes parient en quatrième essai. Bon, il y a le touche-push et tout, mais quand même, écoute, c'était le rôle de Shea Patterson. Malheureusement, il a failli à la tâche, mais même si Alexander n'était pas blessé, c'est pas lui qui aurait fait les faux flats du quart parce qu'il ne le fait jamais. Et on a toute une carrière qui faisait avant lui. Avant Patterson, c'était Caleb Evans. Souviens-toi, puis ça a toujours été comme ça. Même à l'époque d'Anthony Calvillo, tu sais, on avait McPherson, Adrian McPherson, qui était le spécialiste des faux flats du quart. Alors, c'est ça la raison pour laquelle il y a un carrière différent que celui du partant qui effectue les faux flats du quart au football canadien. On a reçu une question via YouTube de Big Time Timmy Jim 2104. Et je pense que ça va boucler la boucle là, sur l'analyse du match de la Coupe Grey, de la 112e Coupe Grey, qui nous demande, selon vous, quels éléments manquent aux Alouettes afin de rafler les grands honneurs? Ils sont passés proches, mais on dirait qu'il était une coche en dessous des Riders. Tu t'en penses quoi? Un élément, la santé, tout simplement. Si Davis Alexander est à 100%, je sais, je l'ai dit tout à l'heure, mais moi, je crois vraiment que les Alouettes auraient gagné le match. Parce que quand tu regardes la deuxième demi, les Riders, mis à part leur première séquence au début du troisième quart, ils n'ont rien fait en attaque. Ils ont absolument rien fait. Tu sais, bon, il y a eu des bonnes courses de A.J. Wallet, mais après ça, on n'a pas marqué de points. On a raté une tentative de botter de précision. Donc, c'est tout. Tu sais, puis même avec Alexander sur une jambe, Marc-André, les Alouettes, je pourrais même dire qu'ils auraient dû gagner le match. Parce que si Patterson échappe pas le ballon, il marque le toucher, là, on a besoin d'un converti de 2 points pour créer l'égalité. Disons qu'on rate le converti de 2 points. Avec tout le temps qui restait, les Alouettes auraient pu arrêter les Rough Riders,
Après ça, mettre sur pied une séquence, puis envoyer José Maltos Diaz tenter le botté victorieux. Puis encore une fois, les Riders, ils ont pris possession du ballon, ils ont rien fait avec, ils l'ont redonné aux Alouettes. La seule chose, c'est que là, les Alouettes avaient besoin d'un toucher. Si on avait juste eu besoin d'un botté de précision, peut-être qu'on aurait gagné le match. Alors, c'est pour ça, tu sais, moi, j'ai le feeling, tu sais, les Alouettes, ils auraient pu gagner 3 Coupe Grey de suite. L'année dernière, on s'entend qu'ils auraient dû battre Toronto à domicile. Hein. Tu l'as mentionné, on a été victime de 5 revirements. Bon, après ça, bon, Dieu seul sait qu'est-ce qui serait arrivé contre les Blue Bombers. Mais les Blue Bombers à la Coupe Grey contre les Argos, ils ont été victimes de 5 revirements eux-mêmes. Puis cette année, les Alouettes étaient assez bons pour gagner la Coupe Grey. Mais malheureusement, leur carrière jouait sur une jambe essentiellement. Parlons d'ailleurs, c'était la grande question où on voulait savoir, justement, on voulait avoir des réponses sur la santé de Davis Alexander lors du bilan. Ça a vraiment été le sujet de discussion. Ben écoute, on a appris des choses. Premièrement, que sa blessure aux ischio-jambiers, bien, c'était quand même très, très, très sévère. Dans le sens, il était peut-être à 1 degré de sévérité là, de subir une opération. On disait que c'était une blessure de grade 3, ce qui veut dire qu'il aurait dû. D'habitude, ça met un joueur à l'écart pour 4 à 5 mois et des revenus plus rapidement. Mais Didier, la santé d'Alexander, écoute, on a posé plein de questions. Qu'est-ce que tu as pensé? Toi, est-ce que tu t'en doutais? Je sais que lorsqu'on a parlé à Reda et toi, vous disiez, c'est sûr que ça prend juste du temps puis il n'est pas à 100%. Es-tu surpris d'attendre de ces révélations-là là, de Danny Machocha et Jason Maff? Non, pas vraiment, parce que Ou de lui-même, la en fait, durée de c'est lui qui en a l'absence. parlé. Ouais, ouais, mais la durée de son absence durant la saison, tu sais, ça indiquait que c'était vraiment une très bonne élongation musculaire, là, peut-être même le muscle partiellement déchiré, là. Moi, j'ai déjà souffert de claquage lorsque j'étais un athlète actif, que ce soit en athlétisme ou en jouant au football. Alors, juste sa période de convalescence, pour moi, ça indiquait que c'était assez sérieux maintenant, parce que je savais que c'était aussi grave que ça, qu'il a passé à 2 doigts d'être opéré. Non, ça, je ne savais pas. Mais ça pour dire que... Puis on a appris une chose la semaine dernière aussi, Marc-André, souviens-toi. Alexander, en parlant aux médias à Winnipeg, il a dit qu'il s'est blessé initialement au mois d'avril, en Ouais. se préparant pour la saison. Tu sais, si ça, on l'avait pas su, ça. Moi, je croyais que ça remontait au camp d'entraînement, mais c'était lors de sa préparation physique pour la saison. C'est là qu'il s'est blessé aux ischio-jambiers pour la toute première fois. Puis on en parlait à Jason Maas aujourd'hui, puis Jason Maas, il reconnaissait que c'était probablement dû à un surentraînement de la part d'Alexander. Puis il faut pas oublier, il y avait beaucoup de pression sur ses épaules. Il allait entamer sa première saison à titre de carrière partant. Puis comme Jason Maas a dit, tu sais, lui-même, il a déjà été carrière partant. Il dit, tu veux arriver au camp dans la meilleure condition physique. Puis, de son côté, Alexander, il en a trop fait. Puis ça, c'est quelque chose qu'on va devoir reviser, sa préparation physique au cours de la saison morte là, qui commence hein, maintenant, afin de s'assurer hors de tout doute qu'il va être prêt à commencer le camp d'entraînement. Mais lui-même, il l'a dit, la chose qu'il a besoin, c'est de repos. C'est s'est blessé au début, au mois d'avril. Après ça, il s'est reblessé lors du camp d'entraînement. Il avait raté une journée du camp d'entraînement. On nous avait dit non, qu'il n'avait pas lieu de nous inquiéter. À ce moment-là, on ne savait pas c'est pourquoi. Puis là, après ça, il s'est blessé à Edmonton. Il est revenu au jeu, s'est blessé contre Toronto. Bref, on connaît toute la suite des choses. Mais au total, depuis avril, Marc-André, il s'est blessé 6 fois aux ischio-jambiers. Oh. 6 fois. Alors, il faut régler ce problème-là du côté de l'organisation des Alouettes, parce qu'on a vu de quoi l'équipe a l'air sans lui. Il est assez talentueux pour être c'est pas le meilleur quart de la Ligue canadienne de football avec Nathan Rook. Pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il doit demeurer en santé. Puis ça, c'est la chose numéro 1 pour tout joueur de football, peu importe la position, tu dois être disponible pour ton équipe. Puis j'ai aimé aussi lorsqu'on lui a posé la question à savoir si justement à cause qu'on lui avait confié les rênes de l'attaque de l'équipe, est-ce qu'il a voulu comme vouloir plaire à ses patrons, vouloir prouver que c'était lui le numéro 1 à sa première saison? Puis il a répondu par l'affirmative en disant ouais, peut-être que tu sais, je voulais montrer que j'étais capable de faire la job à mes patrons. J'aurais peut-être dû. Je sais pas s'il en a parlé après le mois d'avril, là, je veux dire, lorsqu'il s'est blessé en avril là, dans l'entraînement. Mais c'est ça qu'il semblait dire. Il dit, tu sais, tu veux montrer que tu peux faire la job, tu penses que c'est correct, mais finalement, ça ne l'était pas vraiment.
Ouais, puis je peux comprendre, écoute, c'est un compétiteur. Tu sais, c'est un compétiteur, puis pour lui, c'était important d'être là dès le début de la saison. Il ne voulait pas rater ça. Puis une fois qu'il s'est blessé contre Toronto en inscrivant le toucher de la victoire au Sapper Slow Motion, vraiment du côté des Alouettes, on a tout fait, tu sais, pour s'assurer qu'il soit en santé à son retour au jeu. Souviens-toi, on l'avait placé sur la liste des blessés de 6 matchs. En plus de ça, je me souviens bien, durant cette période, les Alouettes ont eu une semaine de congé. Donc là, ça fait 7 semaines de convalescence. En plus, on lui a donné 2 matchs additionnels, si je ne me trompe pas, après son séjour sur la liste des blessés de 6 matchs. Donc, on lui a donné 9 semaines. Puis, à un certain moment donné, il fallait qu'il revienne au jeu, tu sais, pour s'assurer d'une place en éliminatoire, également participer aux éliminatoires. Puis, ça a bien été jusqu'au quatrième quart de la finale de l'Est contre les Tiger Cats de Hamilton, quand il s'est blessé à nouveau. Alors, tu sais, on ne pouvait pas en faire plus du côté des Alouettes. On a tout fait afin de s'assurer de mettre les chances de notre côté. Mais comme Danny Machocha l'a dit lors du bilan, on savait qu'il n'était pas à 100%, mais la seule façon qu'il allait être à 100%, ben, ça allait être en 2026. C'est s'il n'aurait pas joué durant tout le reste de la saison, puis on avait besoin de lui. Alors, on a parié, puis on a presque gagné notre pari du côté des Alouettes, parce qu'encore une fois, on a perdu contre les Riders par un écart de 8 points, par un écart d'une possession seulement. Et l'une des missions pour Danny Machocha, il en a parlé en point de presse lors du bilan, c'est de trouver un corps réserviste à Davis Alexander, parce qu'on s'entend, l'expérience de McLeod Thompson, rien enlevé au gars, a connu une bonne carrière, une belle carrière dans la Ligue canadienne, mais je pense que la fin approche dans son cas. Patterson, on a Morgan, on a Caleb Evans aussi. J'ai hâte de voir j'ai hâte de voir si on va être capable de dénicher un corps arrière qui ressemble à Davis Alexander, parce qu'on s'entend, Davis Alexander, c'est un corps mobile, c'est un corps avec un bras puissant, tandis que Bethel Thompson, c'est une statue. Je ne sais pas si on va pouvoir trouver peut-être un corps qui ressemble à Alexander, puis qu'on puisse peut-être avoir un certain niveau, un plan de match similaire, là, advenant une autre blessure. Alors ça, c'est dans un monde idéal, mais que ce soit dans la Ligue canadienne ou dans la NFL, trouver des carrières, c'est pas facile, hein? C'est pas facile. Tu sais, il n'y a même pas 9 bons carrières partant dans la Ligue canadienne. Il y a juste 9 équipes, là. Tu sais, fait que de trouver des bons réservistes, ça, c'est encore plus difficile. Puis en plus de ça, pour trouver tes réservistes, c'est pas des vétérans qui sont déjà dans la Ligue canadienne, ben c'est des carrières qui sont pas habitués au football canadien. Tu sais, ça ajoute un degré de difficulté là, à trouver un joueur. Mais Danny Machocha n'a pas écarté aucune possibilité que ce soit un vétéran, un joueur qui n'a jamais joué dans la Ligue canadienne, peu importe. Puis c'est pas juste de trouver un carrière numéro 2, Marc-André. Parce que McLeod Thompson avait signé un contrat d'1 an seulement. Mais il y a Caleb Evans aussi, là, son contrat, il vient d'écouler la dernière année de son contrat. On se souviendra que pour une deuxième année consécutive, il a vu sa saison être terminée en raison d'une déchirure à un ligament croisé antérieur au même genou qu'en 2024. C'est un carrière, sa force, ce sont ses jambes. Alors, comme Machocha m'a dit lorsque je lui ai posé une question à son sujet, il faut qu'il trouve un carrière numéro 2 et même un carrière numéro 3. Alors ça, c'est primordial parce que même si Alexander est remis là, de cette blessure aux ischio-jambiers, tu sais, dans la Ligue canadienne, Marc-André, il y a juste une équipe qui a joué tous ses matchs avec le même carrière. Ça a été les Tiger Cats de Hamilton avec Bolivar Mitchell. Toutes les autres équipes ont utilisé un minimum de 2 carrières, c'est pas 3 au cours de la saison. Du côté des Alouettes, on s'est rendu même jusqu'à 4. Alors, tu sais, il faut croire qu'Alexander va manquer des matchs ici et là. C'est juste la nature de la chose. On parle de calendrier de 18 matchs, des semaines courtes, ici et là, tout au long de la saison. Des blessures vont arriver. Ça te prend un carrière qui peut t'aider à gagner 2-3 matchs là, durant l'absence de ton carrière partant. Alors ça, c'est dans le haut de la liste des priorités de Machocha au cours de la saison morte. J'ai trouvé que c'était un peu un désaveu là, envers les cas qu'on avait en 2025. Sans te demander de prédiction, mais crois-tu qu'un des cas... On n'a pas essayé de nous monter un bateau, hein? Non. Est-ce que tu penses qu'il y a un des cas qui était là en 2025 qui va être de retour en 2026? Je crois pas. Je crois pas. Et celui Patterson, que je dirais, ça va te surprendre, qui a plus de chance, ben ouais, c'est ça. C'est Shea Patterson. Ouais. Parce que il a vraiment été bon dans les situations faufilades du corps. C'est vraiment malheureux qu'il s'est arrivé durant le match à Coupe Grey. Mais il a fait vraiment du bon boulot. Alors, je crois pas que Caleb Evans va être de retour. La même chose pour Bethel Thompson, James Morgan.
On verra, mais ça a été décevant lorsqu'il a obtenu du temps de jeu. Tu sais. Il a eu une belle audition, il a eu une audition, puis qui n'a pas été une belle audition pour lui. Par contre, donc je dirais Patterson pour les faux filets du corps, parce qu'il a vraiment excellé dans ce domaine-là, tu sais, malgré sa bourde au match de la Coupe Grey. Alors ouais, ça va être intéressant à surveiller lors du camp d'entraînement durant la saison morte. Quelles seront les carrières qui seront mises sous contrat par les Alouettes? Si on parle maintenant des joueurs autonomes potentiels, c'était un autre sujet de discussion. Au bilan des Alouettes, on a une question à ce niveau-là parce on a 26 joueurs en ce moment qui n'auront pas de contrat pour la prochaine saison du côté des Alouettes. En tête de liste, bien évidemment, des noms comme Tyson Philpott, Marc-Antoine Dequoy, Darnell Sankey, P.O. Lestage, entre autres. On a une question de ProMitch62 via Instagram qui nous demande: Salut, premièrement, votre podcast est incroyable. Merci, ProMitch. Je voulais savoir par rapport aux joueurs autonomes que les Alouettes devront prolonger avant le mois de février, qui vous prioriseriez-vous et qui vous laisseriez partir? Merci. Donc, Didier, qui prioriser, qui laisser partir selon toi là, pour les Alouettes? Ben, la priorité, c'est simple, c'est Prioriseriez-vous? Tyson Philpott. Ouais, c'est pas évident à dire, hein. Mais Tyson Philpott doit être la priorité. Tu parles d'un des meilleurs receveurs de la Ligue canadienne, que ce soit receveur canadien ou américain. En plus de ça, c'est un receveur canadien, ce qui est un bonus. C'est un joueur de talent tellement explosif. Le seul hic, ce sont les blessures dans le cas de Philpott. Mais il faut le ramener, là, je crois. Là. C'est une dimension qu'on a besoin au sein de l'attaque des Alouettes. Encore une fois, il a été le meilleur receveur des Alouettes lors du match de la Coupe Grey. Puis il semble être à son mieux lors des matchs importants. Il livre la marchandise. Au cours de la saison régulière, on a donné une prolongation de contrat à Tyler Snead. Là, ce serait la chose à faire du côté de Tyson Philpott. Mais Philpott, lorsqu'on lui a parlé durant le bilan des joueurs, il avait l'air d'un homme d'affaires. Il a dit que oui, il aimerait ça revenir à Montréal, mais il avait pas, il a pas dit ouais, je vais être de retour à tout prix. Puis un autre facteur, son frère Jalen Philpott, qui joue pour les Stampeders de Calgary, Tyson n'a pas caché qu'il aimerait ça, jouer avec son frère dans la Ligue canadienne. Alors, est-ce que ça veut dire Jalen Philpott va venir à Montréal? Est-ce que c'est Tyson qui va se retrouver à Calgary? Je ne sais pas. Peut-être les deux vont signer avec une autre équipe. Bref, on verra. Mais ça pour dire qu'il y a beaucoup de temps avant le mois de février. Là. OK? C'est énormément de temps. Généralement, dans la Ligue canadienne, les joueurs vedettes ne changent pas d'adresse via le marché des joueurs autonomes. T'sais. Donc, je m'attends pas à ce que Philpott porte les couleurs d'une autre équipe. Puis Danny Machocha l'a dit. Il a dit, écoute, les Alouettes veulent que Tyson Philpott reste à Montréal. Il l'a encensé lorsqu'il s'adressait aux médias. Il nous a dit à quel point il trouvait que c'était un excellent joueur de football. Puis il a dit qu'il avait une bonne relation avec son agent. Danny Machocha semblait pas trop inquiet là, dans le cas de Tyson Philpott. Après ça, Marc-Antoine Dequoy, Darnell Sankey, secondaire intérieur. Toutefois, il commence à prendre de l'âge. Dequoy, bon, lui-même, il reconnaît que ça n'a pas été sa meilleure saison. Alors, j'ai bien hâte de voir comment ça va aller au niveau des négociations. Pierre-Olivier Lesage, je suis pas inquiet qu'on devrait le re-signer du côté des Alouettes. Il est rendu un des piliers au niveau de la ligne à l'attaque. Donnie Ventrelli a démontré des belles choses en tant que partant lorsqu'il a été envoyé dans la formation. Cyril Hogan-Saint-Don, il a juste signé un contrat d'1 an. Moi, j'ai hâte de voir s'il va être de retour avec les Alouettes parce que je me dis que c'est un joueur réserviste de luxe qu'on a au sein de la ligne à l'attaque des Alouettes. Lorsque Cyril a obtenu du temps de jeu cette année, ben, il l'a démontré qu'il est un bon joueur de football. Il l'était lorsqu'il portait les couleurs du rouge et noir d'Ottawa. Il est très polyvalent au niveau de la ligne à l'attaque. Si je ne me trompe pas, il peut jouer au moins 3 positions. Donc, je sais pas, moi je crois qu'il va y avoir une demande pour lui au niveau du marché des joueurs autonomes, mais c'est un luxe de miser sur un joueur de sa qualité en tant que réserviste, selon moi. Puis on a les As au niveau des unités spéciales, Alexandre Gagné et Tyrell Richards, qui ont été parmi les meneurs de la Ligue canadienne pour les plaquer au niveau des unités spéciales. Gagné, bon, c'est un joueur qui évolue strictement. Oui, il a de valeur. Mais, tu sais, lui, il l'a dit, là. Il a dit qu'il veut rester à Montréal lorsqu'on lui a parlé lors du bilan des joueurs. Puis à ce titre de sa carrière aussi, tu sais, je pense pas qu'il a le goût de changer d'adresse. Pour Tyrell Richards, ça pourrait être différent. Tu sais, puisque Richards, bon, pour la première fois, il a été en mesure de rester en santé pendant toute la saison, mais il demeure un joueur relativement jeune. Donc, est-ce qu'il aimerait tenter sa chance ailleurs pour avoir l'opportunité d'être partant? Ça, c'est quelque chose qui reste à voir. Après ça, parmi les joueurs les plus importants, si on peut dire, Najee Murray, Deontay Ruffin, Dylan Wynn est vieillissant. Donc ça, je pense qu'on
Je viens de nommer au moins tous les joueurs les plus importants qui pourraient, je le dis bien, se retrouver via le marché des joueurs autonomes. Mais on est juste quoi, le 19 novembre. Il reste beaucoup de temps là, avant l'ouverture du marché des joueurs autonomes. Une petite note sur Jalen Philpott. Son contrat arrive à échéance après la saison 2026. Donc l'année prochaine, c'est sûr qu'il joue pour le à moins d'une transaction, bien sûr. Mais il devrait s'aligner avec les Stampeders de Calgary. Alors si Tyson veut jouer avec Jalen en 2026, il va falloir qu'il joue pour les Stamps. Tu parles la rumeur? Tu viens de partir la rumeur? Tu viens de partir la rumeur, Tyson Philpott va se joindre aux Stampeders? Non. Non, mais c'est une bonne information, sérieusement. Un contrat encore en poche. Donc, il y a des transactions qui peuvent se faire, c'est sûr. Mais bref. Non, Jalen Philpott. Je pense pas que les Stampeders vont le laisser partir. Jalen Philpott n'est pas joueur autonome. C'est ça que j'essaie de. C'était ça mon point. Donc, ça fait le tour, Didier, je pense. Hein? On a fait le tour du bilan des Alouettes. C'est une saison quand même qu'on peut qualifier de très bonne saison, d'un succès, je pense, parce que je pense qu'à l'avenir, à long terme, est quand même prometteur. On s'est déniché un quart arrière, on peut dire peut-être de concession, là, le premier quart arrière de concession potentiel depuis Anthony Calvillo. Anthony Calvillo, donc ça, c'est de bon augure pour la suite des choses. Ouais, puis on a un bon noyau de joueurs, on a de bons jeunes. Tu sais, il y a Tiger Shane qui était rendu partant à la fin de l'année à la position de bloqueur à droite, choix de première ronde le printemps dernier. Tu sais, ça a été un peu difficile pour lui durant le match Jacob Gray, mais quand même, dans l'ensemble, ça a bien été pour lui. Tu sais, on a de bons jeunes là, du côté des Alouettes. On a un bon noyau. Alors maintenant, on va voir qui va rester, qui va partir, mais le noyau de l'équipe devrait être de retour là en 2026. Donc, ça conclut cette saison 2025 des Alouettes de Montréal. Et avant de passer à la NFL, Didier, j'invite les gens à s'abonner sur nos différentes plateformes. Tout d'abord, on est sur YouTube. On a franchi le cap du millième abonné sur notre chaîne YouTube, sur ta chaîne YouTube, devrais-je dire, à Didier Orméjus, mais vous pouvez également trouver... c'est la nôtre. Via le sac du corps. Donc, sur YouTube, le sac du corps, Didier Orméjus. Également sur les réseaux sociaux, Instagram, le sac du corps, le Facebook également, le sac du corps. Également, vous pouvez écouter le podcast sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcasts et partout où vous trouvez vos podcasts. Laissez-nous des commentaires, laissez-nous des étoiles, 5 si possible. C'est très grandement apprécié. Puis, ça fait grandir notre projet, puis on vous remercie d'avance. Oui, un gros merci. Bon, on va s'attaquer, vas-y, à la semaine 12. À la semaine 12, comme toi, tu t'es attaqué à ton sapin de Noël là, derrière en fin de semaine. De toute beauté. Hein? Même depuis que tu es tout de suite en revenant de Winnipeg. Ouais. Première chose que j'ai fait. Parfait. On commence avec les Bills. Qui sont 7-3, vont affronter les Texans qui sont 5-5. C'est l'affrontement du jeudi soir dans la NFL. Buffalo est favori par 6 au preneur au livre. Et on a une question d'entrée de jeu de Raphaël Fortin sur Facebook qui nous demande: si Davis Mills réussit à battre les Bills jeudi soir, peut-on s'attendre à ce qu'ils prennent la place de CJ Stroud? Si oui, quoi doivent faire les Texans avec CJ Stroud? J'adore votre travail, lâchez rien. Alors, merci Didier. Donc, je te demande, si Davis Mills bat les Bills jeudi, est-ce qu'il pourrait utiliser le poste de numéro 1 à CJ Stroud? Merci Raphaël pour ta question. Ben non, si Mills l'emporte jeudi soir, quand même, c'est Stroud qui va être le partant là. Puis je crois que si le match avait lieu dimanche, ça aurait donné plus de chance bien sûr à Stroud d'être retiré du protocole des commotions cérébrales. Je pense qu'il aurait eu des chances de jouer. Donc on s'attend à ce qu'il revienne au jeu lors de la prochaine rencontre des Texans de Houston. Mais CJ Stroud, c'est carrière de concession des Texans là. T'sais, on l'a repêché avec le 2e choix du repêchage, si je me souviens bien. C'est notre homme là à Houston. Alors Mills a fait des bonnes choses, mais on le voit, là, c'est pas comme si l'attaque était très explosive. Il effectue un retour au 4e quart pour permettre à Houston de l'emporter. On vient d'en parler avec les Alouettes. Tu sais, le devoir du carrière réserviste, c'est de faire en sorte au moins que l'équipe demeure compétitive et d'aller chercher une victoire ici et là. Puis Davis Mills fait de l'excellent boulot, mais c'est un carrière réserviste. Alors d'aucune façon, je pense que CJ Stroud doit avoir peur de perdre son poste, même si Mills est en mesure de mener les Texans à une victoire surprise contre les Bills jeudi soir. On a reçu une question de Valérie Mathieu sur Instagram qui concerne les Bills cette fois.
Bonjour Didier et Marc-André, merci pour votre podcast, toujours divertissant. Merci Valérie. Ma question est la suivante. Serait-il temps de se questionner sur l'équipe d'entraîneurs des Bills? Je comprends qu'il n'y a pas de receveur d'impact pour aider Josh Allen, mais l'équipe a l'air fréquemment mal préparée, surtout en défense, et cela se répète depuis plusieurs années, même lorsque Stephon Diggs était là. Sean McDermott est-il un bon coach? Merci. Donc, Valérie se questionne là, sur la qualité d'entraîneur des Bills. Ouais, ben écoute, premièrement, je pense que Sean McDermott est un bon entraîneur-chef. Là. Je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus. C'est un des bons entraîneurs-chefs de la NFL. Tout ce qui lui manque principalement, c'est une participation au Super Bowl. Là. C'est ça qui manque aux Bills de Buffalo, même de gagner le match ultime également. Toutefois, on a des ennuis contre la course cette année. La semaine dernière, on a accordé plus de 200 verges au sol aux Buccaneers de Tampa Bay. Souviens-toi, le match du lundi soir contre les Falcons d'Atlanta, puis John Robinson s'était amusé contre la défense des Bills. Ça, c'est un problème qui perdure depuis quelques années. Alors, on a essayé là d'ajouter du muscle à notre ligne défensive au cours de la saison morte, mais malheureusement, les joueurs qu'on a amenés se sont blessés, puis là, sont perdus pour le restant de la saison. Puis ça va être un problème jusqu'à la fin de la saison, j'ai l'impression. Là, le jeu au sol, la défense des Bills de Buffalo contre le jeu au sol. Puis, on n'a pas réellement de receveur numéro 1 à Buffalo. T'sais, on en avait parlé, souviens-toi, Marc-André, avant la date limite des transactions. Si on avait pu aller chercher un joueur explosif à la position de receveur, c'est sûr, à 106 de l'année, tu vas pas trouver un receveur numéro 1. Mais quand même, tu sais, un Rashid Shaheed qui, lui, se retrouve maintenant à Seattle, ça aurait aidé, là, ça aurait ajouté une dimension qui manque à l'attaque des Bills. Donc, c'est ça, là, du côté de Buffalo, il y a certains trous, certaines carences qui sont évidentes. C'est la raison pour laquelle, malheureusement, je crois pas que les Bills vont être en mesure de remporter le Super Bowl cette année. Je fais une parenthèse fantasy. C'est drôle, j'avais la discussion avec un ami. Je dis, niveau fantasy, Didier, puis ça, écoute, ça rejoint un peu la réalité, le vrai football. Niveau fantasy, Josh Allen, tu veux l'insérer dans ta formation chaque semaine, mais tu veux comme Ouais. pas faire Avec jouer, 6 touchés à la semaine passée. un receveur. Mais tu veux pas faire jouer un receveur. Qui le receveur des. Tu sais, le gars est le meilleur quart arrière au niveau fantasy, mais tu peux pas insérer un de ses receveurs de part dans ta formation. Ouais. Ça explique un C'est peu fou, hein? pourquoi. Ouais, c'est tout simplement incroyable. D'ailleurs, 6 touchés la semaine dernière, c'était tout simplement incroyable. 3 passes de toucher, 3 touchés. Mais je suis convaincu que Josh Allen ne fera pas ça cette semaine contre la meilleure défense de la NFL. Ah, non, il y a fort pari qu'il ne sera pas responsable de 6 touchés encore une fois. En tout cas, s'il est, là, ben là, il va vraiment mériter son surnom de Superman. Ben ouais, ça a été toute une performance de lui. La semaine dernière, malgré, tu sais, il y a eu quelques crampes au cerveau là, en début de match, la part d'Allen. Mais le match va être serré. Le match va être serré. Est-ce que Woody Marks, le porteur de ballon des Texans, va pouvoir profiter justement de cette mauvaise défense contre la course des Bills de Buffalo? C'est ça que j'ai hâte de voir, parce qu'on a marqué une quarantaine de points la semaine dernière contre les Buccaneers de Tampa Bay, mais tu l'as dit, la défense des Texans, elle est solide. C'est une des meilleures de la NFL. Imagine-toi si on avait une meilleure attaque à Houston, qu'il est dommage que cette unité défensive-là pourrait faire. Je choisis les Bills afin de l'emporter à Houston, mais les Bills m'inquiètent. Tu sais, on a vu des matchs. Un match à Miami, là, je ne l'ai pas effacé de ma mémoire, Marc-André, là. Parce que les Bills semblaient désintéressés contre des rivaux de section, sont fait surprendre par les Dolphins. Là, j'ai hâte de voir ça là, à Houston. Je pense pas qu'on va dormir encore une fois du côté des Bills. Alors, j'ai choisi pour l'emporter tout simplement parce que du côté de Houston, je pense pas qu'on sera en mesure de marquer assez de points. Mais si la défense des Bills est encore une fois mauvaise contre la course, les Texans vont pouvoir contrôler le tempo, le rythme du match avec Rudy Marks, les autres porteurs de ballon. Puis, tu sais, la défense des Texans est en mesure de provoquer des revirements. J'ai parlé, tu sais, de certaines crampes au cerveau de Josh Allen. Donc, je peux voir une façon dont les Texans pourraient l'emporter jeudi soir. Mais je choisis tout de même Buffalo. La défense des Texans, elle est vraiment remarquable. On a accordé le moins de verges et le moins de points dans la NFL. C'est tout simplement exceptionnel. Et les Texans aussi, ils sont coriaces. Nos 5 défaites cette saison, on est 5-5. Nos 5 défaites cette saison ont été par 7 points ou moins. Donc, c'est comme tu le dis, à domicile, ça devrait être serré contre les Bills. J'ai pris les Bills pour l'emporter parce que je pense que Ouais. c'est une meilleure formation. Je pense que la ligne à l'attaque des Texans demeure un problème. Mais écoute, comme je l'ai dit, je pense que c'était à Ben que je disais ça lundi, je dis on va aller aussi loin, les Texans vont aller aussi loin que leur défense va les mener.
ça va être ça. Je pense que ça va être Oh, un oui. bon test et pour la défense des Texans et pour l'attaque des Bills. Je vais choisir les Bills parce que j'ai une statistique incroyable, infaillible pour toi. Josh Allen est Ah ouais, 8-0 vas-y. lors des matchs du jeudi soir dans sa carrière. Donc, il n'a pas perdu et c'est pas cette semaine qu'il va perdre. Certains diront qu'il est dû, toutefois. Hein? Ça peut aller des deux C'est côtés, sûr. ça. C'est sûr, c'est sûr. Les Colts à 8-2 vont affronter les Chiefs à 5-5. C'est un affrontement très intéressant, ça. Kansas City est favori par 3,5 au preneur au livre. Et on a une question de Gigi Ducharme, qui devient un habitué là, du podcast, qui nous envoie régulièrement des questions. Ouais. On le salue via YouTube. Salut les gars. Si les Colts espèrent devenir aspirants au Super Bowl, est-ce que les Colts doivent absolument battre Kansas City cette fin de semaine, eux qui n'ont pas prouvé qu'ils pouvaient battre de bonnes équipes? Est-ce que les Chiefs sont une bonne équipe? Est-ce que les Chiefs se qualifient comme étant une bonne équipe? À Avec domicile, leur ils fiche sont de 5 et 4-1, 5? donc je dirais oui. Oui, OK. Étant donné que le match a lieu au Arrowhead, on va dire que oui. Hein? Mais j'ai hâte de voir ça, les Colts. Parce que la dernière fois qu'on les a vus jouer sur la route, sur gazon naturel, à Pittsburgh, ça a vraiment pas bien été. OK? La ligne à attaque a eu énormément d'ennuis afin de protéger Daniel Jones. Il avait été victime, de 5 revirements, si je me souviens bien, la semaine suivante contre les Falcons. Là aussi, ça avait été difficile pour la ligne à attaque. Les Falcons avaient été en mesure d'appliquer de la pression sur Daniel Jones au Arrowhead Stadium, avec la foule bruyante. Tu viens me parler de la fiche des Chiefs à domicile. Ça va être très coriace. Alors oui, pour répondre à la question de Gigi Ducharme, si les Colts l'emportent, ben là, ça va envoyer un message, que oui, ils sont des aspirants au Super Bowl, qu'on ne pourra pas questionner ça, mais je pense pas qu'ils vont gagner. Je pense que les Chiefs sont acculés au pied du mur, Marc-André, parce qu'encore une fois, si les éliminatoires commençaient aujourd'hui, Kansas City n'y participerait pas. Les Chiefs n'ont pas de marge de manœuvre. Ils viennent de perdre contre les Broncos. Ils peuvent commencer à oublier le premier rang de la division. Là, il aurait juste une option, une façon d'accéder aux éliminatoires. Alors, je vais choisir Kansas City, mais mon Dieu que Patrick Mahomes ne joue pas bien. La semaine dernière, il a raté des passes, il a continué à se faire tabasser, la ligne à attaque des Chiefs, ça avait bien commencé lors du premier quart de la saison, la ligne à attaque jouait bien, mais là, ça va mal. Donc, c'est ça, je peux voir les Colts aller au Arrowhead et l'emporter. Je vais tout de même choisir les Chiefs, mais les Chiefs m'inquiètent, puis on en avait parlé dès l'été, là, que cette édition-là de Kansas City, et que Patrick Mahomes, ses statistiques étaient à la baisse. Puis là, on est incapable de gagner les matchs serrés. Souviens-toi, l'année dernière, les matchs d'écart d'une possession, on trouvait tout le temps une façon de gagner. Même on disait les Chiefs sont chanceux. Mais là, ils ont plus de chance cette année. Pas compliqué, Didier. C'est un must-win, comme on dit dans le jargon pour les Chiefs. On est présentement 9e dans l'association américaine. Les 3 équipes repêchées devant nous en ce moment pour les Chiefs, c'est qui, Didier? C'est les Bills, les Jaguars et les Chargers. Qu'est-ce que ces 3 équipes-là ont en commun? Ils ont tous battu les Chiefs cette saison. Donc, on est vraiment en retard à ce niveau-là. Je pense que si les Chiefs perdent ce match-là, c'est comme si le coyote là, qui reçoit une enclume sur la tête, ça risque d'être ça sur la saison des Chiefs. Je pense qu'on va sortir fort du côté des Chiefs. J'ai pris les Chiefs pour l'emporter parce que justement, je pense que Patrick Mahomes, c'est un de ces matchs où il pourrait sortir de grandes performances. On a besoin de lui du côté des Chiefs parce qu'on n'a pas de Joe Sol. Faut pas l'oublier. Donc, je pense que Patrick Mahomes sort une autre grande performance et les Chiefs vont remporter ce match. Les Steelers à 6-4 vont affronter les Bears à Chicago qui sont 7-3. Chicago favori par 3 au preneur au livre. La question qui s'auto-s'élève, est-ce que c'est le statut de Aaron Rodgers? Pas à croire que ce sera Mason Rudolph qui va entamer la rencontre pour les Steelers. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que Mason Rudolph est meilleur? Peut-être une meilleure option qu'Aaron Rodgers à ce stade-ci de la saison, peut-être? Non, je veux pas endosser ça. Je veux pas dire, je veux pas dire ça. Ces mots-là peuvent pas sortir de ma bouche. Dans le cas de Rodgers, bon, il a une fracture au poignet gauche. Et puis, de qu'est-ce que je comprends, c'est pas encore décidé à 100% qu'il va rater la rencontre. Le plus grand problème, étant donné que c'est une blessure à son poignet gauche, un carrière droitier, c'est une question de protection. Parce que, tu sais, quand tu te fais frapper, tu arrives pour chuter, ben, tu mets tes mains pour absorber ta chute.
Mais là, imagine-toi, là, mettre tes mains quand c'est un poignet fracturé, là, il pourrait aggraver cette blessure-là. Donc, est-ce qu'on va être en mesure de mettre une attelle, une protection qui va faire en sorte que ça va bloquer son poignet? Ça reste à voir. Mais au moment où on enregistre le podcast, tout indique que ça va être Mason Rudolph, probablement qui va affronter les Bears sur la route à Chicago. La défense des Bears, qui est secrètement mauvaise, mais qui provoque des revirements. Alors, je vais choisir les Bears, et surtout que Caleb Williams a démontré qu'il s'améliore. Là. Je pense vraiment il y a des meilleures prises de décision, il rate encore des passes, mais il est plus patient dans la pochette. On voit une progression de sa part. Je trouve pas que les Bears sont une équipe de qualité malgré leur fiche. OK, mais les Steelers sans Aaron Rodgers, déjà que l'attaque, ça va pas vraiment bien. Je vois pas comment ils pourraient aller à Chicago et l'emporter. Les Steelers vont tellement l'échapper, Didier, là. Ils voient là, dans le rétroviseur, là, Objects in the Mirror, à closer than they appear. Ils voient les Ravens s'en venir. On est maintenant rendu à Mason Ils voient un Rudolph. corbeau. Ouais. Mason Rudolph, là, au poste de quart. Et écoute, ça va mal finir cette histoire-là. La défense des Steelers, je voulais peut-être apporter un point. Elle joue mieux dernièrement. Les carrières adverses complètent seulement 60% des passes face à cette défense-là, mais quand même, elle est quand même l'une des pires contre la passe dans la NFL. Moi aussi, j'ai pris les Bears pour l'emporter. Puis moi aussi, je trouve que les Bears, c'est pas une équipe très, très inspirante. Mais je pense que Caleb Williams va pouvoir, je ne dirais pas dépecer, mais va pouvoir, à tout le moins, connaître du succès contre la défense des Steelers. Donc, les Bears vont y aller pour une autre victoire, vont être 8-3. Oui, vas-y. Les Bears 8-3, ils n'ont pas une équipe de 8-3. Ils n'ont même pas une équipe de 7-3. C'est ça l'affaire, là. J'ai dû me forcer pour les inclure dans mon top 10, dans le top 10 du podcast cette semaine. Je les ai mis en 10e position en raison de leur fiche. Mais j'ai de la misère à y croire. Mais la façon dont les Steelers peuvent l'emporter, avec ou sans Aaron Rodgers, J.J. Watt et compagnie vont devoir connaître tout un match. Highsmith, le front de la défense. La ligne à attaque des Bears, elle est prenable. Mais est-ce que les Steelers vont être en mesure de le faire, là, de sortir une performance comme ils l'ont fait contre les Colts d'Indianapolis il y a quelques semaines? C'est ça que ça va prendre afin d'arrêter l'attaque de Chicago et de faire la vie dure à Caleb Williams. Duel, une rivalité là, dans l'association nationale, dans la division Ouest, entre les Eagles à 8-2 qui vont affronter les Cowboys à Dallas à 4-5-1. Philadelphie est favori par 3,5 à l'étranger, ça c'est intéressant. Écoute Didier, par où commencer? Par les Cowboys ou par les Eagles? Les Eagles... Commence avec ton club. Vas-y, je sais que tu vas en parler. Écoute, la défense des Eagles, Didier, je veux dire, c'est incroyable. Jalen Phillips, depuis qu'il s'est joint aux Eagles, c'est tout simplement incroyable ce qu'on arrive à faire dernièrement. Écoute, on a vraiment muselé là, les Eagles au cours des 2 dernières semaines. 2 attaques qu'on dit excellentes, celle des Packers, qu'on disait peut-être excellentes, celle des Packers, et surtout celle des Lions. On les a muselés, on les a neutralisés avec seulement 9 points. Je trouve que la défense des Eagles, est en train vraiment de retrouver ses lettres de noblesse, celles qu'on avait l'année dernière. Nakobe Dean également, le retour, on l'a vu à quel point il était spectaculaire sur le terrain lors du dernier match. Je pense que la défense des Eagles, elle est pour de vrai. Elle va mener les Eagles loin en éliminatoire, même, je te dirais. Et j'aimerais terminer en disant, oui, A.J. Brown a beau se plaindre, mais je pense qu'il va se plaindre. Il va peut-être gagner un 2e Super Bowl. Puis il se plaindra après ça ailleurs, mais il va se plaindre en étant double champion du Super Bowl. C'est peut-être ça qui va arriver. Mais oui, les Eagles jouent tellement du football inspiré en défense. L'attaque a juste besoin d'en faire assez pour pas nuire à la défense, qui est tout simplement exceptionnelle. Faut donner crédit à Howie Roseman, le DG des Eagles de Philadelphie. Tu sais, lui, il tente tout le temps d'améliorer son équipe. Puis, on avait parlé cet été, là, tu sais, que le demi de coin à l'opposé de Quinton Mitchell, c'était un point d'interrogation. Là, il était actif, il a complété des transactions. Il manquait un chasseur de cartes, étant donné qu'on a perdu Josh Sweat via le marché des joueurs autonomes. Là, il amène Jalen Phillips à Philadelphie. Il est tout le temps en mode de trouver des solutions. Faut lui donner crédit pour ça. Là, on va te priver toutefois des services de l'excellent bloqueur à droite, Lane Johnson. Il a subi une blessure à un pied. Là, ça va faire en sorte que le 6e joueur de ligne à attaque des Eagles, là, il va se retrouver au sein de la formation partante. Alors là, tu sais, ça nous enlève de la profondeur au niveau de la ligne offensive de Philadelphie. Mais l'attaque des Eagles,
si elle peut pas se mettre en marche contre la défense des Cowboys, puis qui a donné des signes encourageants. Là. Dallas, il y a des blessés qu'on avait du côté de la défense qui reviennent, notamment Overshawn qui est revenu la semaine dernière. Cette défense-là joue mieux qu'elle le faisait en début de saison. On va donner ça aux Cowboys de Dallas. Mais toutefois, j'ai vu des gens partir en peur, là. Après la victoire des Cowboys contre les Raiders la semaine dernière, Marc-André, Ouais, c'est contre ça les le problème. Raiders, je voyais ça, The Cowboys are back. J'étais comme, wow, un instant. Depuis quand tu peux être de retour de quoi que ce soit après une victoire contre les Raiders? Une des pires équipes de la Ligue. OK? Les Raiders sont tellement désorganisés. Pete Carroll est rendu au bout du rouleau en tant qu'entraîneur-chef. Chip Kelly nous démontre encore une fois qu'il n'a pas sa place dans la NFL. Chip Kelly, coordinateur à l'attaque des Raiders. Son attaque est tout à fait épouvantable. Tu peux pas dire que les Cowboys sont de retour à cause qu'ils ont dominé les Raiders à un instant. Alors, peut-être là, pas peut-être, ça va être un retour sur terre pour les Cowboys. Je sais qu'ils vont jouer à domicile, tout ça, mais justement, les Eagles, tu l'as dit au tout début, c'est une rivalité Eagles-Cowboys. Moi, je vais mettre mon argent sur les Eagles qui vont aller au NTT Stadium et ramener les Cowboys sur terre là, après une victoire contre les Raiders. 12 sacs les Eagles lors des 3 derniers matchs. Moi aussi, je prends les Eagles pour l'emporter. Hmm. Les Buccaneers à 6-4 vont affronter les Rams qui sont 8-2. Les Rams sont favoris par 7 au preneur au livre. Matthew Stafford, il n'a pas connu un fort match au niveau statistique la semaine dernière contre les Seahawks, mais quand même, aucune interception à ses 7 derniers matchs. Il a lancé 22 passes de toucher. Il connaît une saison tout simplement exceptionnelle. Oui, ben écoute, là, il est rendu parmi les favoris pour le titre de joueur par excellence de la NFL. La semaine dernière, moins de 200 verges, mais on va donner crédit à la défense des Seahawks de Seattle. Les Rams sont simplement la meilleure équipe. Les Rams sont une des meilleures équipes de la NFL. Ils l'avaient prouvé en éliminatoire l'année dernière. Tu sais, ils étaient allés à Philadelphie puis ils avaient presque battu ton club, là, les Eagles. Puis cette année, ben écoute, cette équipe-là, je pense qu'elle est même améliorée comparativement à l'année dernière. La défense est solide, c'est une des meilleures unités de la NFL, dans le même calibre que celle des Broncos de Denver, des Texans de Houston dont on a parlé tout à l'heure. Alors que du côté des Bucks, on commence à avoir des joueurs qui reviennent, mais quand même. Défensivement, les Buccaneers, à façon qu'ils sont fait traverser par Josh Allen et sa bande la semaine dernière à Buffalo. Je ne peux pas endosser les Bucks présentement, alors moi, j'y vais avec les Rams. Même chose, je pense que les Rams représentent l'une des meilleures formations de la NFL en ce moment. Je pense que les Bucks, euh, écoute, les armes à la disposition de Baker Mayfield, je pense que ça commence à manquer. Notre défense est euh, vraiment permissive par la passe, notamment récemment. Donc, moi aussi, je prends les Rams pour l'emporter. Ils vont signer une 6e victoire de suite. Les Panthers, d'ailleurs, les Buccaneers Rams, c'était le match du dimanche soir. Et le match du lundi soir va opposer les Panthers qui sont 6-5 aux 49ers qui sont 7-4. San Francisco est favori par 7 au preneur au livre. Entrée de jeu, je te dirais que Christian McCaffrey affrontera son ancienne équipe. Ce sera un match revanche pour lui. Ah ben oui, c'est vrai. Pour Christian McCaffrey ou l'équipe qui l'a repêché. J'ai bien hâte de voir ça, mais les Panthers surprennent, Didier. Encore une fois, ils nous ont surpris le week-end dernier. Ouais, Bryce Young qui a connu son meilleur match en carrière, là. Plus de 400 verges par la passe contre les Falcons. Bon, les Falcons, on va parler tout à l'heure, eux autres. Là. Ouf, quel désastre, leur saison. Mais j'aimerais amener ton attention sur Tate McMillan, le receveur de passe recrue des Panthers à Caroline, qui connaît vraiment toute une saison, là, mine de rien, on n'en parle pas beaucoup. Bon, faut dire que l'attaque des Panthers, elle est inconstante. Mais souviens-toi, il y avait quelques questions à son sujet dans le temps du repêchage. On se disait, est-ce qu'il est assez rapide et tout? Ben là, c'est lui le meneur au niveau des verges gagnées chez les receveurs de passe. McMillan, on a préparé un tableau, justement. Regarde-moi ça, là, tu sais, devance même Emeka Egbuka. Tu sais, en termes de verges gagnées, puis il a connu tout un match la semaine dernière, puis il nous démontre vraiment là, qu'il peut devenir un receveur numéro 1, puis qu'on ne s'est pas trompé au repêchage du côté des Panthers en repêchant. Oui, puis j'imagine que Didier McMillan pourrait connaître un autre fort match parce que la défense des Niners est assez permissive contre la passe. On a permis à Jacoby Brissett de lancer pour 412 millions de verges la semaine dernière. C'est simplement incroyable. Donc, il a même établi un record de la NFL hein, pour le plus grand nombre de passes complétées en un match. Veux-tu savoir, je pensais pas que c'était juste 47. Je me serais attendu à d'autres choses, à un pourcentage ou de passes complétées.
un nombre de passes plus Un élevé. J'ai nombre de trouvé passes 47, complétées, ouais. ouais, plus élevé. J'ai quand même, je pensais que ça, on aurait peut-être pu voir au-dessus de 50, mais bon. 47, non, mais en saison régulière qu'on dit, Ouais, là, c'est un record. mais quand même, juste 50 passes tentées en un match, c'est beaucoup. Tu sais, quand tu y penses, là. Donc, 47 passes complétées, quand même, là. Tu sais, c'est... Il y a une raison pourquoi c'est un record, là. Effectivement, effectivement. Donc, mais oui, ça pour dire que moi, je vais prendre les 49ers pour l'emporter parce que je pense que les Niners s'arment pour une fin de saison vraiment exceptionnelle. Je pense que les Ah joueurs oui, reviennent tranquillement pas vite. Brock Purdy a connu un fort match à son retour au jeu. ouais. Ricky Pearsall était sur le terrain. Purcell Il va a pas revenir au obtenu, jeu, ouais. C'est ça, ouais. il est revenu au jeu la semaine dernière. Il n'a pas obtenu de catch, mais il était sur le terrain. Donc, petit à petit, je pense que les 49ers vont revenir en force. Puis, écoute, ça aurait pu être une réaction excessive. Je pense peut-être qu'ils vont chatouiller peut-être les Rams et les Seahawks là, pour le premier rang de l'ouest de la nationale. Ah oui, ok. Mais écoute, j'avais raté le retour au Chatouiller. jeu de Purcell la semaine dernière lorsque j'étais à Winnipeg. Ouais, chatouiller, hein, je pense pas qu'ils vont rien chatouiller. À cause de ce que tu as dit tout à l'heure, leur défense. On n'a pas de chasseur de corps, Marc-André. On n'en a pas. Tu sais, c'est pour ça que Jacoby Brissett a pu compléter 47 passes. Là. On n'a pas de chasseur de corps, puis ça va venir rattraper les Niners éventuellement. Mais ça va pas les rattraper cette semaine. Moi aussi, je choisis San Francisco. Parce que j'ai besoin de voir Bryce Young jouer de la façon dont il l'a fait la semaine dernière lors de 2 semaines consécutives. C'est rare qu'on voit ça. Alors, je vais prendre les 49ers. Le match va être en plus de ça à San Francisco, à Santa Clara plutôt. Alors, je vais moi aussi avec les Niners. Hey, Didier, juste pour te montrer à quel point on vit dans un monde complètement fou en 2025. Si les Panthers l'emportent, jumelé à une défaite des Bucks, ben, les Panthers seront au premier rang de la division sud de la nationale. Tu n'avais Ah pas ouais, ça en on début de avait saison, donné la c'est sûr, division hein? aux Bucks au mois d'octobre. On avait Ouais. donné ça aux Bucks, ça, la division, là. Puis là, les Panthers, ben c'est ça, mais c'est comme si j'ai de la misère à accepter que les Panthers sont une bonne équipe. Même de le dire, ça sonne pas bien. Tu sais, même de Ben, le dire que ça sonne pas bien. écoute, on s'est trouvé une identité, le jeu au sol, Rico Dowdle. Puis lors des deux Ouais. dernières semaines, les équipes adverses, les Saints et la semaine dernière, c'était les Falcons, on a vraiment tenté, on a mis beaucoup de joueurs dans la boîte pour justement contrer Rico Dowdle en se disant si on est pour se faire battre, on va se faire battre par Bryce Young. Ça n'a pas fonctionné contre les Saints la Ah, t'as semaine dernière. raison. Hein. Mais cette semaine, la semaine dernière, ça a fonctionné parce que Bryce Young a été tout simplement exceptionnel. Maintenant, en rafale, il faut aller vite. C'est ça le concept de ça, ça a l'air, le rafale. Les Ouais, on Patriots va à essayer. 9, Il faut. les Patriots à 9 et 2 vont affronter les Bengals qui sont 3 et 7. On a une question d'entrée de jeu de Simon Lévesque via Instagram qui nous demande Salut les gars, c'est moi, Simon Lève là, du pool. Ah oui, qui est en première place Le régulièrement. meneur. C'est Ouais, c'est lui, on va voir tout à l'heure s'il mène toujours. c'est lui, le petit maudit. J'espère que vous allez bien. Lâchez pas votre beau travail. C'est toujours un plaisir de vous écouter. Est-ce que les Pats sont réellement à prendre au sérieux en vue des séries avec la qualité de jeu de Drake May et les hauts et les bas des équipes dans l'association américaine, les Bills, les Chiefs, les Ravens, entre autres? Je crois que les Pats sont à prendre au sérieux. Et vous? Je suis d'accord, Simon. Je suis entièrement d'accord avec toi. Parce que l'AFC est pas forte. Là. Des deux conférences, c'est la plus faible. Puis les Patriots ont une défense qui est solide. Du moment que tu as une unité défensive qui est solide et tu mises en plus sur un jeune carrière qui est très talentueux, ouais, tu peux faire un bout de chemin en éliminatoire. Il y a un mois, j'aurais pas cru dire ça, mais maintenant j'y crois. J'y crois en cette édition des Patriots en Nouvelle-Angleterre. Je crois en Drake May. Je crois en la défense des Pats. Et puis je crois surtout en Mike Vrabel, qui en a gagné des gros matchs depuis le début de sa carrière. Alors oui, les Patriots, en plus, avec la fiche qu'ils ont, ils sont des aspirants du côté de l'AFC. Ils sont favoris aussi au premier rôle cette semaine par 7. Et ils sont favoris aussi parce que Jamar Mhm. Chase ne jouera pas Didier parce qu'il sera suspendu pour un match pour avoir craché au visage là, Avec de c'est Jalen mérité, hein? Ramsey. Ben oui. J'ai pas Comme craché, c'est non, non. mérité. Puis j'ai... Il y a, il y a Pardon? genre 12 000 caméras. Non, non, j'ai pas craché, mais Ben Madame la ouais. NFL, il y a 12 000 caméras qui ont Puis vu le en plus compteur. mentir après. Ben ouais, c'est tellement ridicule. Puis moi, j'ai aimé la réponse de Mike Tomlin. Tu sais, qu'on lui a demandé... j'ai oublié c'est quoi la question exactement, mais je me souviens de sa réponse. Il a dit, quand quelqu'un crache sur toi,
tu peux faire qu'est-ce que tu veux. Tu sais, en termes de réplique, là, ça se fait pas. C'est tellement... Marc-André, c'est une des pires choses que tu peux pas faire. Tu sais, à quelqu'un, là, peu importe là, que ce soit sur un terrain de football ou peu importe, ça m'a vraiment déçu de la part de Ja'Marr Chase, qui, moi, est mon receveur favori dans toute la NFL. Tu sais, de le voir faire ça, tu sais, il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de raison, là, peu importe, là. Alors, non, c'est ça. Fait que ça pour dire, choisis les Patriots afin de l'emporter. Il y a Joe Burrow, hein, qui a repris l'entraînement en passant. Oui. Alors, il se rapproche d'un retour au jeu, de Joe Burrow, mais choisis les Patriots. De toute façon, les Bengals, ils peuvent pas arrêter personne. Donc, ça va être un bon match pour Drake May. Je sais pas si Ja'Marr Chase voulait aller en appel de sa suspension. J'ai vu un commentaire sur Twitter qui disait s'il va vraiment en appel de ça, il devrait avoir 2 matchs de suspension tellement que ça serait nono d'aller en appel pour ça. Tout le monde l'a vu. Moi aussi, je prends les passes pour l'emporter parce que justement, sans Ja'Marr Chase en plus, ça n'aide pas la cause des Bengals. J'avais une petite note à surveiller aussi. Si Ramondre Stevenson sera de retour au jeu pour les Patriots, il devrait s'entraîner au cours de la semaine. Ça pourrait venir jouer dans les plates-bandes de Trevion Henderson, qui a été tout simplement incroyable lors des 2 dernières saisons. Lors des 2 dernières semaines, pardon. Donc ça serait à surveiller. Les Jets, à 2-8, vont affronter les Ravens, qui sont 5-5. Les Baltimore est favori par 13,5 au preneur au livre. Avec raison, je pense. Chez les Jets, on a déjà dévoilé que ce sera Tyrod Taylor le quart partant. Mais est-ce que ça change bien des choses de dire moi je prends les Ravens pour l'emporter? Le Tyrod Taylor Bowl, lui qui a déjà porté les couleurs des Ravens de Baltimore. Ouais, ben non, choisis les Ravens. Mais tu vois, les Ravens, les problèmes qu'ils avaient en début de saison, sont toujours là. Je parle autant de la ligne défensive que la ligne à l'attaque. Mais je pense pas contre les Jets, ça va être un problème, là. Alors oui, Baltimore, à domicile, en plus de ça. Choisis les Ravens. Les Seahawks, à 7-3, vont affronter les Titans qui sont 1-9. Seattle est favori par 13,5 également au preneur au livre. On a une question de Benro77 sur Instagram qui nous demande « Salut les gars, toujours un plaisir de vous écouter. Écoutez, on le sait depuis la saison dernière, Sam Darnold, dans les matchs importants, est mauvais. Mais croyez-vous qu'en éliminatoire, il peut changer ça, Didier? Il a lancé il était victime de 4 interceptions la semaine dernière. Sam Darnold, il peut renverser la vapeur, spécialement en éliminatoire. On se souvient même du fiasco contre en éliminatoire contre les Rams l'année dernière. Ouais, on l'a pas oublié, hein. Puis le pire, c'est que les Seahawks ont été dans le match. En fait, ça s'est décidé sur un botté la rencontre contre les Rams. Malgré les 4 revirements de Sam Darnold, on a complètement neutralisé l'attaque de Los Angeles. Mais Darnold va devoir nous le prouver qu'il peut livrer la marchandise lors des matchs importants. C'est aussi simple que ça. Là. Ça a été une déconfiture de sa part. Il y a même un de ses coéquipiers qui l'a défendu après le match, qui a dit écoutez, si vous pensez qu'on a perdu, c'est à cause de la performance de Sam, F you. Sais-tu quoi? C'est pas mal ça qui est arrivé. Ça, c'est la réalité. Mais là, on va affronter les Titans. On va pouvoir se replacer, comme on dit en anglais. C'est un get-right game pour tout le monde, pour gagner en confiance. Alors, bien sûr que je choisis Seattle au Tennessee contre les Titans. J'avais une petite stat, le fun sur ce match-là. Les Seahawks, Didier, ont appliqué de la pression dans 25% du temps en défense, évidemment. Et ont obtenu des sacs du corps 8% du temps. Ça, c'est parmi les meneurs en termes de pourcentage dans la NFL, tout en ayant le 5e plus bas total de blitz. Ouais. Donc, on applique de la pression sans blitzer, en fait. Donc, ça augure mal pour Cam Ward et sa ligne à l'attaque qui est tout simplement pitoyable. C'est un peu ça le point que je voulais amener. Donc, moi, je prends les Seahawks également pour l'emporter. Il n'y aura pas de surprise là. Les Vikings à 4-6 vont affronter les Packers qui sont 6-3-1. Green Bay favori par 6,5 au preneur au livre. Je n'ai pas parlé assez longtemps. J'essayais de voir s'il y avait une mise à jour dans le cas de Josh Jacobs qui a quitté la rencontre, blessé un genou, la dernière rencontre. Il y a des chances de jouer qu'on a dit, Matt Lafleur, après la rencontre. Mais j'ai bien hâte de voir là, si Josh Jacobs va rater la rencontre. Ça serait une lourde perte là, ou un élément important là, qui va manquer à l'appel pour les Packers. Josh Jacobs ou pas, les Packers de Green Bay, qui étaient supposés être des aspirants au Super Bowl, devraient être en mesure de vaincre les Vikings et J.J. McCarthy. J.J. McCarthy, on le voit encore une fois, ça a l'air d'aller trop vite pour lui. Par moment,
il peut avoir deux, trois belles passes. On voit qu'il a un bras puissant et tout, que c'est un bon athlète, mais ça va trop vite pour lui mentalement, encore une fois. Puis là, les Packers, eux, qui déçoivent là, carrément. C'est une des équipes les plus talentueuses de toute la NFL. Les joueurs à domicile, j'ose croire qu'ils vont être en mesure de l'emporter, mais encore une fois, Jordan Love. On ne sait jamais quel genre de performance qu'il va nous offrir. Puis Tucker Craft manque énormément à Green Bay. Puis c'était Tucker Craft, là, le receveur numéro un du côté des Packers depuis le début de la saison. C'est lui le plus constant, était productif. Je sais qu'il joue à la position d'ailier rapproché, mais il manque à l'attaque de Green Bay. Alors, je vais choisir les Packers pour l'emporter en domicile parce que j'ai pas confiance présentement en J.J. McCarthy. C'est fascinant de penser que ces deux formations qui ont des ingrédients premium en attaque, mais ce sont deux attaques qui se cherchent en ce moment. Les Packers, on a inscrit en moyenne 15 points à nos trois derniers matchs, et les Vikings, pas bien plus reluisant, 18 points marqués là, à nos quatre derniers matchs, quand on sait qu'on compte dans nos rangs Justin Jefferson, tu parlais de McCarthy, il complète environ la moitié de ses passes au cours des 3 dernières semaines, c'est pas vraiment pas facile. Moi, je prends les Packers pour l'emporter également à domicile, mais je suis vraiment pas convaincu. Il joue pas vraiment du... Moi aussi, je suis assez de ton avis. Là. C'est pas vraiment du football inspiré qu'on voit de la part des Packers présents. Les Giants à 2-9 vont affronter les Lions qui sont 6-4. Détroit favoris par 10,5 au preneur au livre. Statut de Jackson Dart est à surveiller cette semaine. On a eu des bonnes nouvelles. Je crois qu'il est de retour à l'entraînement. C'est pas grave. C'est pas grave. OK. J'arrête ma phrase là, vas-y. Les Lions ont perdu la semaine dernière, OK? Les Lions ont perdu contre les Eagles la semaine dernière. Puis les Lions sous Dan Campbell, après une défaite, ouais, exactement, en marquant seulement 9 points. Puis là, ils vont jouer à domicile, au Ford Field, où est-ce que Jared Goff est toujours à son mieux. Ils vont donner une volée aux Giants de New York. OK? C'est aussi simple que ça. Là. Ils vont donner une volée aux Giants de New York. Jameis va peut-être être victime de 3 interceptions. La semaine dernière, seulement une interception, mais plusieurs de ses passes auraient dû être interceptées par les Packers. Non, les Lions rebondissent après des défaites. C'est une quarantaine de points là, qu'ils vont marquer. Moi, je suis convaincu de ça. Je choisis Détroit. Peut-être que je me trompe, mais je choisis les Lions. La défense des Giants a accordé le 3e plus haut total de verges au sol et la plus haute moyenne de verges par course dans la NFL à 5,5. Je pense que ça va être un festin pour Montgomery et Gibbs. Gibbs et Montgomery, un beau festin une semaine avant l'action de grâce pour eux. C'est super. Moi aussi, je prends les Lions pour l'emporter. Les Jaguars à 6-4 vont affronter les Cards qui sont 3-7. Jacksonville, favori par 2,5 au preneur au livre. On a une question à ce sujet de Yuju Jack via Instagram qui nous écrit de France. Hello de France, c'est toujours un plaisir de vous écouter. Pensez-vous que le poste de Jonathan Gannon est menacé? Les Cards semblent régresser, bien sûr, beaucoup de blessés, mais comme toutes les équipes à ce stade-ci de la saison. Merci pour votre podcast. Est-ce que le poste de Jonathan Gannon est en danger selon toi? Ah, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Parce que les Cardinals, plus la saison progresse, moins ils sont compétitifs, si on peut dire, mais en même temps, on joue avec notre carrière numéro 2 en Jacoby Brissett. Moi, j'ai l'impression que Kyler Murray ne sera pas de retour, puis c'est ça qui va permettre à Jonathan Gannon d'obtenir une année de plus. Donc, je crois pas qu'il va être congédié nécessairement. Il reste encore beaucoup de football, là. C'est sûr, si les Cardinals, c'est la déroute complète, ben là, à ce moment-là, tout peut arriver. Mais pour l'instant, je vais dire que non. On va mettre le blâme sur Kyler Murray. C'est un ancien tout premier choix du repêchage, puis il n'a pas livré la marchandise. Alors, ouais, c'est ce que je vais dire. Alors, merci à Uju Jack de France. Et pour la rencontre, j'y vais avec une surprise. Je choisis les Cardinals, justement, Marc-André, pour vaincre les Jaguars de Jacksonville. Oui, les Jaguars ont gagné la semaine dernière, mais moi, j'ai l'impression que du côté de Liam Cohen, il n'a pas confiance en Trevor Lawrence, et je ne blâme pas Cohen, absolument pas. Là, on a notre recette. On se met à courir avec le ballon là, du côté des Jaguars de Jacksonville, avec Tootin notamment, et bien sûr Travis Etienne. Donc, on mise sur 2 bons porteurs de ballon. On les a utilisés à profusion la semaine dernière. Puis je pense que les Cardinals vont avoir remarqué ça si je l'ai remarqué. Donc, ça va être à Trevor Lawrence de gagner ce match-là. Et je n'ai pas confiance en Trevor Lawrence. Alors, j'y vais avec une surprise, une victoire de l'Arizona. Les Jaguars de Jacksonville ont une fiche cette année de 6-1 lorsque Trevor Lawrence lance pour moins de 225 verges dans un match. Ils sont 0-3 lorsqu'ils lancent pour plus de 225 verges. 225 seulement, c'est quand même une barre assez basse.
Moi aussi, j'étais convaincu que j'allais prendre les Cards puis que tu allais prendre les Jaguars. Tu vois, je suis un peu triste de voir qu'on voit la même chose. J'aime beaucoup ce que je vois de Jacoby Brissett, sérieusement. On voit que l'attaque, elle est fonctionnelle. Euh, on manque peut-être de profondeur à la position de porteur de ballon, mais écoute, Marvin Harrison pourrait être de retour au jeu. Il s'est fait enlever l'appendice. Souvent, le spectre du temps de repos, de convalescence, je peux m'exprimer ainsi, et diffère de joueur en joueur. Je me souviens, je pense que c'est Max Pacioretty à l'époque avec les Canadiens, là, qui était revenu quasiment le soir même jouer au Non, hockey. non, Donc, j'ai non, hâte de... non. C'est supposé être Bon. en rafale. Puis là, tu me fais une référence de Max Pacioretty. On remonte à quelle année, là? Il y a au moins une Je douzaine sais pas. d'années. Au moins. Ah, ok, je prends les Je cards pour m'attendais pas à l'emporter. ça. J'avais pas ça sur la carte de bingo. Une référence à Max Pacioretty. Ok, moi Sur moi, aussi, tu m'avais sorti l'appendicite de Patrick Roy à l'époque en éliminatoire. J'aurais dit, ah, ok, peut-être, mais Max Pacioretty. laisse faire. Bon, Il les joue ça cards, je prends encore, les cards. d'ailleurs? Non. Il a pris sa retraite cette année, je pense. Il jouait pour les Leafs l'année dernière. Ben, c'est ça, il jouait l'année passée. Il jouait encore, Ouais, pour les Pacioretty, Maple l'année Leafs. passée. Ouais. Ouais. Ouais, Ouais, ouais. Il a même ok. été Ah, honoré ouais, à on a Michigan. complètement Je dérouté pense leur qu'il est rendu rafale. même entraîneur dans le groupe d'entraîneurs de l'Université du Michigan, son alma mater, si je ne Ah m'abuse. oui, ok. Ouais. Ah, Et je ben, prends les cards tant mieux pour lui. je prends les cards pour l'emporter. Les Browns à 2-8 vont affronter les Raiders qui sont 2-8 également. Vegas était favori par 3,5 au preneur au livre, mais je suis allé voir aujourd'hui parce qu'on a confirmé que Shedeur Sanders aurait le départ. Je suis allé voir si la Ouais. ligne, si le total, l'écart de points avait changé et c'est rendu -4. Donc, on est favori par 4 côté de Vegas. Évidemment, c'est ça l'histoire de ce match-là. C'est le premier départ de Shedeur Sanders. Au grand dam, je pense que Kevin Stefanski, qui voulait, selon moi, pas le voir débuter un match dans la NFL, prenait pas de répétition avec la première unité à l'entraînement. Ça a donné lors du dernier match, 4 en 16, pourquoi 47 verges, une interception. Là, au moins, à tout le moins, il va y avoir des répétitions, vu que c'est lui le partant, parce qu'on disait même là, que Dylan Gabriel, s'il avait reçu le feu vert là, du protocole des commotions, allait entamer la rencontre. Mais bref, ce sera le premier départ de chez Descendants. Moi, je prends les Raiders pour l'emporter parce que premier départ à l'étranger, ça va être les Raiders. C'est un quart recru. Mais écoute, si les deux équipes peuvent perdre, là, c'est un peu ce que je pense. Un match nul, bref, c'est ça, tu souhaites un Ouais, match nul entre les ouais. Browns et les Raiders. Je choisis Vegas, moi aussi. Shedder, au moins, il va avoir la semaine de préparation. Tu sais, avant d'affronter les Raiders, ça ne peut pas lui nuire. Mais j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir quel genre de performance il va offrir. Là, il s'est fait envoyer un peu dans la fosse au lion contre les Ravens. Clairement, il n'était pas prêt. Mais là, avec la semaine de préparation, j'ose croire qu'il va offrir une meilleure performance que ça a été le cas la semaine dernière. Je choisis les Raiders, mais je suis vraiment pas sûr. En fait, j'aurais le goût de changer mon choix, peut-être prendre les Ouais, Browns. moi Au aussi, je moins, on pensais à sait que la ça. meilleure unité sur le terrain, ça va être celle de la défense de Cleveland avec Myles Garrett. Tu sais. Ouais, ouais, ouais. Puis on a reçu une question aussi que j'ai oublié de te faire part là, de JP Côté sur Instagram qui nous demande si le repêchage de 2025 serait refait aujourd'hui, qui sort premier à votre avis? Ward en arrache, Hunter a rien démontré, Carter en arrache, a été cloué au banc pour des raisons disciplinaires. Alors Didier, si tu aurais à refaire ce repêchage-là, qui Hmm. serait la première sélection selon toi? Moi, moi j'irais encore avec Cam Ward, tu sais, parce que c'est pas de sa faute, là, qu'est-ce qui se passe au Tennessee. C'est tout croche au Tennessee. C'est complètement tout croche. On a congédié l'entraîneur-chef, Callahan. Mais c'est ça, je peux pas blâmer Cam Ward. Mais si on y va avec les performances de cette année, bon, Jackson Dart performe plus que lui, donc je dirais Jackson Dart, j'imagine, avec le tout premier choix. Mais une chose est certaine, les Raiders, leur choix d'Ashton Genty, ça a été une erreur. Rien contre Genty, mais les Raiders ont tellement d'autres besoins. Puis on en avait parlé à la suite du repêchage immédiatement lorsque ça s'était produit. Mais non, j'irai encore avec Ward. Toi, tu irais avec qui avec le tout premier choix? J'essaie de me faire une tête, là. Moi, je pense que j'irai avec Abdul Carter quand même. Je pense que, ben, quoi que les Titans avaient Comme tout plusieurs premier choix du besoins. repêchage. Ouais, Ouais. ouais. Parce que je comprends, tu sais, l'idée à quel point que Cam Ward, on pensait que c'était un quart de concession. Je sais que c'est pas facile en ce moment au Tennessee, c'est peut-être pas de sa faute, mais il va falloir attendre une autre année pour le voir. Je sais pas à quel point il va devenir un quart
je sais pas à quel point ça sera un quart de concession dans la NFL, j'ai de la misère. Je pense que Abdul Carter, malgré les mesures disciplinaires, je pense que c'est une valeur sûre, ou la valeur la plus sûre, ou l'une des valeurs les plus sûres. Bref, j'aurais pris Abdul Carter peut-être au premier rang, puis me bâtir une défense pour ensuite peut-être là, aller chercher mon corps arrière dans un autre repêchage futur. Ouais, mais en tout cas, les Jaguars ont donné beaucoup, beaucoup pour Travis Hunter. Là, il est sur la liste des blessés, puis même lorsqu'il jouait, pas eu d'impact. Là. Deuxième joueur repêché, hein? Deuxième joueur repêché Ouais. de tout le repêchage. Les Bon, fait que les Falcons, deux, on prend les Raiders dans ce match qui va être difficile à regarder. Ouais. oui, les Falcons à 3-7 vont affronter les Saints à 2-8. Ça va vraiment pas bien pour les Falcons. Et l'une des preuves, c'est que la Nouvelle-Orléans est favori par 1,5 au preneur au livre, Didier. Ouais. Ouais, puis là, c'est Captain Kirko, qui va obtenir Ouais. le départ au poste de quart pour les Falcons d'Atlanta. Tyler Drake Shock, London. avant la semaine de congé, il avait bien joué. Ouais, Drake London, il m'a gagné, par exemple. Non, il jouera Mais pas. il devrait jouer, me semble. Non, il jouera pas, hein, donc il va être absent. Bon, ben écoute. Ouais. Ben, tu me dis qu'il jouera pas? Drake London? Non, il jouera pas. Week to week, là. OK. Il sera. Ouais, c'est. Et il ne sera pas de la formation, Bon. donc on va être sans London et sans Penix. Ah ben écoute, moi je choisis les Saints. OK, les Saints vont revenir de la semaine de congé. Tyler Shock a démontré des belles choses avant la semaine de congé. Alors, je vais aller avec la Nouvelle-Orléans. Rien ne va plus pour les Falcons d'Atlanta. Moi, j'ai pris les Falcons, Didier, ici, parce qu'on est une meilleure. On a Bijan Robinson, un joueur qu'on n'a pas du côté des Saints. On a Bijan. On l'utilise pas. On lui remet pas le ballon. Mais on a Bijan, c'est ça mon argument. Je peux pas croire qu'on est. C'est ça. On a Bijan, c'est le meilleur joueur sur le terrain des deux côtés. Fait que je prends les Falcons qui devraient gagner ce match-là, mais je suis d'accord que peut-être que les Saints vont l'emporter. Mais c'est triste de voir ça, de pouvoir penser que les Saints vont battre les Falcons. Tu viens en début de saison, on riait des Saints. On en est rendu là. On en est rendu là. Il n'était pas favori dans aucun duel cette année ou un duel seulement contre les Giants au milieu de la saison. Puis là, les Falcons, Ouais. on voyait en Les favoris éliminatoire pour avoir le premier choix du repêchage. Ouais. On les voyait en éliminatoire ou batailler pour le premier rang de la division. Et ils vont. En tout cas, c'est déprimant tout ça, mais je choisis les Falcons. Les Falcons n'ont pas participé aux éliminatoires, si je me trompe pas, Atlanta n'a pas participé aux éliminatoires depuis 2017. Hein? Matt Ryan, sûrement la dernière année, là. Ouais, c'est ça. Mais on est rendu en 2025, là, on s'en va en 2026. Et ouais. c'est une longue disette, là. Ça complète notre tour d'horizon des matchs de la NFL, Didier. Ah non, il y a des questions. Ouais, mais on avait une question de Jérôme Tremblay. Oui. Ben oui, excuse-moi. Jérôme Tremblay sur Facebook qui nous demande, avec déjà 2 opérations majeures au genou droit et maintenant le genou gauche, la sélection de Michael Penix Jr. tourne au cauchemar. A-t-elle tourné au cauchemar, devrais-je dire? Donc, si on pose des questions, parce que c'est ça, Michael Penix en a sa 3e opération majeure à un genou. Est-ce que c'est un choix trop risqué là, de la part des Falcons? On en a parlé, Marc-André. Souviens-toi, lorsqu'on a fait la relance du podcast, c'était après le repêchage de 2024. Moi, j'avais jamais endossé la sélection de Michael Penix, surtout qu'on venait de mettre sous contrat à Kirk Cousins. Ben là, les deux choix, les deux décisions ont été mauvaises. Puis oui, ça tourne au cauchemar. Parce que Michael Penix a un long historique de blessures. T'sais, on a même sorti une vieille photo de lui à l'époque lorsqu'il jouait pour les Hoosiers à l'Université d'Indiana avec ses 2 genoux amochés. Écoute, il s'est déchiré les ligaments croisés antérieurs dans les 2 genoux dans les rangs universitaires. Il a subi une fracture à une clavicule. Écoute, je pense que c'est la 5e fois là, depuis qu'il a commencé sa carrière universitaire. C'est la 4e ou 5e fois que sa saison se termine en raison de blessures. T'sais, on a repêché ce carrière-là dans le top 10. On n'a toujours pas de réponse afin de savoir s'il est réellement en carrière de concession. Et on n'a pas de choix de première ronde en 2026 du côté des Falcons parce qu'on a donné ce choix de première ronde-là aux Rams de Los Angeles afin de grimper au classement pour sélectionner le chasseur de quart James Pierce. Donc, il y a peut-être un ménage qui va se faire à Atlanta à la fin de la saison. Les Rams qui doivent rire, là. Plus les Falcons s'enfoncent, plus ils doivent rire dans leur barbe. En ce moment, là, c'est quoi? C'est un choix du top 10, là. Ben ouais. C'est incroyable.
Et on a une autre question également qu'on a reçue de Samuel Lévesque qui nous demande: Salut, c'est ça sur Facebook. Salut les gars, qu'est-ce qui fait que les bonnes équipes perdent contre les moins bonnes? Cette année, à chaque semaine, il y a des surprises, c'est bien, mais comment expliquez-vous cela? Merci à vous deux. C'est comme ça tous les ans, Samuel. C'est la parité. C'est ça, la parité qui règne du côté de la NFL. Le système qui est mis en place est fait pour que, en théorie, tout le monde là, finisse avec un dossier autour de 500. Là. Il y a énormément de parité du côté de la NFL. Euh, donc, c'est ça. Donc, ça devient difficile d'y aller de prédictions et tout. Quoi qu'il y ait vraiment de mauvaises équipes cette année, là, également. Mais c'est ça, tu sais, le but, c'est ça, c'est la parité. C'est pour ça qu'il y a un partage des revenus, il y a un plafond salarial. Tu sais, c'est pour que ça soit le plus compétitif possible. Mais cette année, j'ai l'impression que c'est plus compétitif vers le bas, si on peut dire. Écoute, Marc-André, si tu veux bien, on va jeter un coup d'œil à la course aux éliminatoires du côté des deux associations dans la NFL, parce que là, le mois de décembre s'en vient. Là. On enregistre le podcast tard mercredi soir. On est rendu le 19 novembre. Et puis, on va commencer avec la nationale. Et si les éliminatoires commençaient aujourd'hui, Marc-André, ce qui me saute Les aux yeux, Lions. c'est que les Lions de Wow. Détroit, ben ouais, seraient exclus. Wow! Ça a dû faire mal à Guillaume là, lorsqu'il a fait ce tableau-là. Ouais, mais on peut présumer là, que les Lions vont accéder aux éliminatoires. Les Bears, comme tu le dis, là, je peux pas croire. Mais quoi que on les a pris favoris, on les a pris gagnants encore une fois cette semaine. Mais écoute, les Lions, ça serait vraiment Ouais. un constat d'échec à Détroit sur une partie de pause éliminatoire. Ouais, définitivement. Mais je pense que c'est long. En commençant par la volée qu'ils vont donner aux Giants cette semaine. Ils vont partir aux éliminatoires éventuellement. Maintenant, du côté de l'association américaine, ça a l'air de quoi? Après 11 semaines d'activité, tout juste avoir le début de la 12e semaine, ben ouais, les Chiefs, hein, tu vois, les Chiefs qui ne participeraient pas aux éliminatoires, ça a commencé aujourd'hui. Dans les Ravens, hein, ils ont un calendrier très facile au cours des prochaines semaines. C'est une occasion pour eux, là, justement, là, de se faufiler en éliminatoire, du moins là, de grimper au classement des éliminatoires. Puis là, les Jaguars qui détiennent la 7e et dernière position, donnant accès au match d'après-saison. Puis les Steelers de Pittsburgh ne sont pas encore sortis du bois en passant. Là. Non, non. Puis écoute, si je suis les équipes de tête, que je veux vraiment affronter Josh Allen et les Bills en éliminatoire, j'essaierais à tout le moins d'éviter cet affrontement-là au premier tour. Tu voudrais... Ok, Non, d'éviter, non, ok, je non, pensais que tu disais que tu voudrais affronter Josh Allen. J'étais comme quoi? non. Non, je voudrais Ouais, pas non, ça c'est affronter certain. Josh Alors, Allen. ok, bon, on s'entend là-dessus. Alors, c'était la course aux éliminatoires en date du 19 novembre. On va jeter un coup d'œil maintenant au pool, au tableau du résultat. Est-ce que Simon Lévesque, ben oui, il est toujours en tête, mais il y a un co-meneur maintenant. Alors, Bevic, co-meneur avec Simon Lévesque, 116 et 47 leur fiche. La semaine dernière, ouf, j'ai tout juste eu une fiche gagnante, 8 et 7. Je t'ai Là, t'as été rattrapé. 9 et 6. Et regarde-moi ça, Guillaume, 12 et 3 la semaine dernière. Wow! 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 Reviens parmi nous, Guillaume. Là. Chapeau, 12 et 3, c'est vraiment très bon. Toi puis moi, Didier, on est Ouais, ouais, égal. Ah, chapeau à ma mère là, qui ouais. dirait on est égaux comme des gaufres. Elle a toujours dit ça. Des gaufres égaux. Ah. Bon, Bref. petit jeu de mots. Je sais. Ouais. Oui, je vais envoyer l'extrait à ma mère. Elle va être fière. Oui. Ouais, c'est bon. On faut faire attention, là, Guillaume, on n'y pensait plus, mais là, il est en train de nous rattraper là, avec son excellente semaine là, de 12 et 3. Bon, ben écoute, ça c'est excellent. Alors, Simon qui demeure en tête, mais il a maintenant de la compagnie. On va se tourner du côté du fantasy football. Comme tu le fais à toutes les semaines, tu vas aller de tes recommandations en termes de stardom, setum. Et on commence toujours avec la position de carrière. Ça va être le cas encore une fois aujourd'hui. Quelle carrière qui, ben c'est ça, qui est un must-start, comme on dit en fantasy football Oui. pour toi cette semaine. Il y avait une statistique que j'ai vue en plus qui n'est pas dans mes feuilles de notes. J'ai entendu ça en m'en revenant du boulot. Ouais. En fait, il y a seulement deux corps arrière dans la NFL cette saison qui ont 5 semaines consécutives dans le top 12 à la position de carrière. Jacoby Brissett et Patrick Mahomes. Donc ça veut tout dire. Mais je vais vous parler Ouais. de Jacoby Brissett qu'on doit insérer dans notre formation cette semaine Fantasy, quart numéro 4 en termes de points par match depuis la semaine numéro 6. Jacoby Brissett a obtenu au moins 19 points fantasy à ses 5 derniers départs, donc son plancher est vraiment excellent.
moyenne en plus de près de 280 verges par la passe par match cette saison. Lors de la semaine numéro 12, on affronte les Jaguars qui ont accordé 27 points fantasy au corps adverse au cours des 3 dernières semaines. C'est le deuxième plus haut total dans la NFL. On est permissif là, du côté de la défense des Jaguars dernièrement. Je pense que Jacoby Brissett est un excellent corps là, qu'on peut même souvent prendre sur votre fil de joueur autonome puis l'ajouter, l'insérer dans votre formation pour cette semaine. Il est vraiment excellent. Je pense à un Dak Prescott qui affronte la défense des Eagles. Je penserais peut-être, si vous avez l'âme gambler un petit peu, là, Jacoby Brissett a un meilleur affrontement que Dak Prescott cette semaine. Maintenant, quelle carrière que tu recommandes de clou au banc? Daniel Jones, le corps arrière des Colts d'Indianapolis, parce qu'il était en semaine de congé la semaine dernière, mais lors de ses 2 derniers départs, il a fait des erreurs. Seulement 4 interceptions pour 2 passes de toucher seulement. Lors de la semaine numéro 12, on affronte les Chiefs. Les Chiefs ont accordé seulement 9 touchés par la passe cette saison. C'est le plus bas total de la NFL. Le plan de match des Chiefs risque de tourner autour de contrer là, Jonathan Taylor. Là, vous allez me dire, oui, mais Daniel Jones va devoir gagner le match avec son bras. Mais c'est justement ça le problème. J'ai peur un petit peu de Daniel Jones. Il a montré récemment que justement, lorsqu'il tente de faire des choses avec son bras, c'est peut-être pas toujours la bonne chose à faire. C'est pas très reluisant. Donc, si vous avez une meilleure option que Daniel Jones, je vous le conseille de le laisser sur votre banc. Moi, je joue Matthew Stafford là, dans un pool où j'ai Jones et Stafford. Je joue Matthew Stafford sans hésiter au détriment de Daniel Jones. Maintenant, en position de porteur de ballon, tout à l'heure, j'avais mentionné que Woody Marks pourrait connaître un gros match contre la mauvaise défense des Bills contre le jeu au sol, puis tu sembles être d'accord. Le fantasy football, c'est aussi une question de persévérance. Je vous avais conseillé d'insérer Woody Marks la semaine dernière, ça n'a vraiment pas été facile. Un échec face aux Titans du Tennessee qui euh, ont une mauvaise défense ont une mauvaise défense tout court, mais une mauvaise défense contre la course. Seulement 51 verges la semaine dernière. C'est aussi une preuve que le fantasy, on a des chiffres, on a des tendances, mais parfois les chiffres, les tendances, c'est pas tout. Ça arrive. On essaie juste de vous donner les meilleures chances qu'un joueur connaisse du succès lors d'une semaine donnée. Ça n'a pas fonctionné avec Woody Marks, mais je suis un gars qui déteste avoir tort et je pense que cette semaine aussi, l'affrontement est favorable pour Woody Marks. Il affronte les Bills de Buffalo. Les Bills ont accordé 17 touches au sol cette saison. C'est un sommet dans la NFL. Ils ont accordé le deuxième plus haut total de points fantasy au porteur de ballon. On l'a vu, Sean Tucker s'est transformé en un porteur de ballon étoile la semaine dernière. Là. Il était, écoute, avec des pieds de ballerine là, pour conserver les pieds en touche, là, sur un toucher d'ailleurs. Du côté des Buccaneers. Donc, moi, je pense que Woody Marks, ça peut fonctionner encore une fois cette semaine. Je vais peut-être tempérer mes attentes. Je vous parle peut-être d'un porteur de ballon que vous pouvez insérer comme pivot de votre formation fantasy, mais j'insérerai encore une fois, je réessayerai une deuxième semaine avec Woody Marks face au Bills. Là-dessus. OK. Donc, tu viens de mentionner le nom de Sean Tucker. Tu crois pas qu'il va poursuivre sur sa lancée toutefois cette semaine? 140 verges, 3 touchés la semaine dernière contre les Bucks, mais c'était les Bucks. En plus, là, Bucky Irving a Contre les commencé à Bills, s'entraîner ouais. la semaine dernière. J'ai dit quoi? Contre les Bucks. À moins que, Ah oui, c'est ça, contre les... c'était un Non, scrimmage, mais... contre les Bills. En plus, on peut s'attendre à un retour potentiel prochainement de Bucky Irving, qui était de retour à l'entraînement la semaine dernière. Lors de la semaine numéro 12, on affronte les Rams, qui ont accordé seulement 3 touchés aux porteurs de ballon adverses cette saison. C'est vraiment pas beaucoup en une dizaine de matchs. Et les Rams ont accordé le troisième plus bas total de points aux porteurs adverses cette saison. Donc, je pense que Sean Tucker, c'était cute la semaine dernière avec Bucky Irving qui revient. Il y a toujours Rashad White aussi dans le champ arrière des Bucks. Je pense que Sean Tucker va connaître une bien moins grande performance que la semaine. Ah, ben, Sean Tucker, c'est son match annuel. Souviens-toi, l'année dernière, il avait connu un gros match contre les Saints à Nouvelle-Orléans, puis après ça, il n'avait pas fait grand-chose. Maintenant, on Ouais. va se tourner à la position de receveur de passe, Jameson Williams. Je pense que tu t'aimes ma théorie, là, que les Lions vont éclater les Giants cette semaine. Éclater les Lions, Didier. C'est pour ça que je parle de Jameson Williams, mais qui petit à petit connaît de bons moments au niveau fantasy. Moyenne de 20 points, 20,8 points fantasy depuis la semaine numéro 8. Ça coïncide avec quoi, Didier? Avec le fait que Dan Campbell appelle les jeux en attaque du côté Campbell, oui. des Yes. Lions. Donc, on utilise davantage Jameson Williams. En plus, Sam Laporta s'est blessé à long terme. Il a été placé sur la liste des blessés à long terme. Donc, moi, ce que ça me dit, c'est que Jameson Williams va avoir encore une fois davantage
d'opportunités de se faire valoir dans l'attaque des Lions. Euh, Jameson Williams, depuis la semaine numéro 8, il a été aussi ciblé 31% du temps dans l'attaque des Lions. C'est tout simplement exceptionnel comme cible, comme opportunité. Lors de la semaine numéro 12, on affronte les Giants. Ils ont accordé plus de 36 points fantasy aux receveurs adverses. C'est le 6e plus au total dans la NFL. Donc, je pense que Jameson Williams est dû pour connaître une autre bonne semaine. Maintenant, Jordan Addison des Vikings du Minnesota, tu conseilles de le clou au banc. J'imagine que c'est relié directement aux performances, bien sûr, de J.J. McCarthy. C'est relié directement aux performances de J.J. McCarthy. Entre autres, 53% de passes complétées de J.J. McCarthy cette saison. C'est vraiment pas digne d'un quart de la NFL ou d'un quart partant de qualité, disons ça comme ça, dans la NFL. Jordan Addison, 9 points fantasy en moyenne depuis la semaine numéro 8. Il est le receveur numéro 46 au niveau fantasy. C'est vraiment décevant dans son cas. Et Addison également, Didier, échappe beaucoup de ballons par les temps qui courent. 12,5% de ses passes ont été échappées lors de ses 4 derniers matchs. Donc, c'est vraiment énorme. Il échappe beaucoup de ballons. Lors de la semaine numéro 12, on affronte les Packers. Les Packers ont accordé seulement 30 réceptions et 439 verges lors de leurs 4 derniers matchs. C'est le 8e plus bas total dans la NFL. Ça, je parle bien sûr aux receveurs adverses. Donc, je pense que Jordan Addison, si vous avez un receveur, vous ne laissez pas sur votre banc Justin Jefferson. Ça me va, ça va de soi. Mais Jordan Addison, il peut peut-être prendre une semaine de congé, aller réchauffer votre banc fantasy pour cette semaine. Et la dernière position, c'est celle d'ailier rapproché, Hunter Henry et les Patriots d'Angleterre. Le buffet, en théorie, devrait être ouvert contre la pitoyable défense des Bengals. Ben oui, c'est comme rendu facile pour prévoir l'ailier rapproché qu'il faut insérer dans votre formation. Là, vous allez me dire Hunter Henry, ça s'est moins bien passé dernièrement. Oui, c'est vrai. Il n'a pas marqué 10 points fantasy depuis la semaine numéro 4. Il avait connu un début de saison vraiment fulgurant. Et tu en as parlé les Bengals, Didier. La semaine dernière, chapeau Bengals. Aucun touché alloué aux alliés rapprochés des Steelers. Par contre, est-ce que tu as vu la course, le pass à Darnell Washington? Là? T'es servi là, des chiffons ben oui. qui a traversé On la voulait pas le défense. plaquer, hein? Non, il a traversé la défense. C'est le dernier joueur Bengals. en plus dans lequel il est rentré, le dernier, là. Oui. Ouf. Mais hey, j'ai vu justement Washington est un invité au podcast des frères Saint Brown, d'Amon-Ra Saint Brown, et de son autre frère, dont je vais pas essayer de prononcer le prénom, étant donné qu'il joue plus dans la NFL. C'est quoi? Equanimus Saint Brown, ouais, c'est ça. Puis, parce que Darnell Washington, je sais pas, si tu vas sur les sites internet, là, quelconque, ce soit des ESPN, NFL.com, son poids, c'est écrit qu'il pèse 262 livres. No way. D'aucune façon, il pèse juste 262 livres. Puis là, Amon-Ra St. Brown lui a demandé combien il pesait. Puis finalement, il l'a admis. Il pèse 311 livres. Donc, imagine-toi les pauvres demi-défensifs des Bengals. C'est sûr qu'ils n'avaient aucun intérêt à le plaquer. Puis tu le vois durant les matchs, à côté des joueurs de la ligne à attaque des Steelers, il est plus gros qu'eux. Donc, tu sais, d'aucune façon, il pèse 262 livres. Finalement, on sait son poids. 311 livres. Et si vous n'avez pas vu ce catch-là, tapez Darnell Washington. Là, je pense que c'est la première affaire qui sort sur les réseaux sociaux là, dans la barre de recherche. Un homme parmi des enfants. Oui, le catch du week-end, il repoussait là, comme si c'était des vulgaires bas. Bref, pour en revenir à Hunter Henry, oui, les Bengals, 12 touchés alloués aux alliés rapprochés. C'est un sommet dans la NFL cette saison. Et 28 points fantasy alloués aux alliés rapprochés adverses depuis la semaine numéro 7. C'est également un sommet. Donc, oui, Hunter Henry, c'est une bonne semaine pour lui. Et maintenant, ton dernier lien rapproché dont tu veux nous parler, ben, tu le conseilles en fait de le clou au banc. C'est la recrue des Browns de Cleveland, Harold Fannin Jr. On se rend compte qu'Harold Fanning, ça avait bien commencé. On pensait qu'on avait peut-être quelque chose là, en lui. Par contre, il partage le travail avec David Njoku depuis le début de la saison. Seulement 4 matchs de plus de 10 points fantasy cette saison. On se rend compte qu'il est un allié rapproché utile selon l'affrontement. Mais lors de la semaine numéro 2, l'affrontement est vraiment pas favorable. Tu te souviens là, que je t'avais dit que les Raiders étaient excellents face à la position d'allié rapproché contre les alliés rapprochés. Ben, c'est moins de 8 points alloués aux alliés rapprochés adverses cette saison. C'est le 4e plus bas total dans la NFL. 3 touchés seulement alloués aux alliés rapprochés adverses cette saison, dont un à Jake Ferguson la semaine dernière. Par contre, Jake Ferguson a obtenu seulement 16 verges. Ça n'avait pas été du touché.
Vous auriez été déçus par Jake Ferguson, donc c'est une autre preuve là, que les Raiders excellent face aux élite rapprochés adverses. Donc, Harold Fanning est à clouer sur votre banc. Ben voilà, Marc-André, on a fait le tour de cet épisode du podcast Le Sac du Corps. On espère qu'il vous a plu. On vous remercie si vous l'avez téléchargé ou si vous avez regardé le podcast via la chaîne YouTube. On vous reparle dimanche soir alors qu'on aura nos réactions rapides à la suite des rencontres de 13h et de 16h. D'ici là, portez-vous bien.